Donc, bonjour à toutes et à tous. On est avec Lucie et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de nouvelle fois de l'adoption, mais avec une vision différente. Donc, Lucie, je vais te laisser te présenter. Je me présente Vas-y, vas-y. Lucie Lapose, mais mon vrai nom c'est Lucie Bitumbu. Je dis mon vrai nom parce que c'est le nom de l'adoption plénière Lapose et mon nom de famille congolais c'est Bitumbu. Donc je me présente sous Lucie Bitumbu et non Lucie Lapose. Euh, sur les papiers j'ai 27 ans, mais en réalité j'ai 25 ans. Et je suis éducatrice spécialisée au sein des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des jeunes migrants qui viennent un peu partout de l'Europe, de l'Afrique du Nord Ok, ok. et de l'Afrique de l'Est. Au moins, Ah, l'Ouest. on a une description au moins très précise là-dessus. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu as été adopté à partir de quel âge, dans quel pays, vu qu'on vient du même, et comment ça s'est passé un peu pour toi? Du coup, je parlerai de mon véritable âge et non sur mes papiers. Du coup, j'ai été adoptée à l'âge de 8 ans au Congo-Brazzaville dans un orphelinat Congo-Béthanie. Et je peux écouter la suite de la question. Et, ouais, je te demandais, enfin, comment toi tu l'avais ressenti et comment ça s'était passé pour toi l'adoption. Euh, En fait, j'ai pas eu le choix que ça se passe bien au début parce que j'apprenais à me découvrir et à découvrir mon environnement. Mais je sais que dès le départ, ça n'allait pas bien se passer, tout simplement parce que quand mon père adoptif est arrivé à l'orphelinat, la première chose qu'il a fait, c'est me porter et me faire des bisous partout, alors qu'en Afrique, on ne porte pas, on ne fait pas de bisous. Donc c'était un vrai manque de respect pour moi par rapport à ma culture et qu'ils ne se sont pas renseignés sur la culture africaine tout simplement. Donc pour moi, dès le départ, je savais que ça allait très mal se passer parce que j'ai ma culture, j'avais déjà intégré cette culture et il fallait que je me fasse à leur culture. Ouais, ils t'ont pas laissé plus le choix que ça. Non, 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 finalement, j'ai pas eu le choix de m'adapter à eux. Et par contre, eux ne se sont jamais adaptés à moi. Ouais, c'est pour ça aussi que, enfin, t'es pas la seule là-dessus parce que on a tous plus ou moins ce problème-là. Et après, c'est suivant les histoires qu'on a tous. Il y en a qui arrivent plus ou moins à s'y faire, mais c'est vrai que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a remarqué au niveau de l'adoption. C'est le fait qu'il y ait une méconnaissance des personnes qui adoptent par rapport au pays d'origine. Oui, 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 une grande méconnaissance. Et le fait que ce soit à l'enfant de s'adapter, ça, je trouve ça scandaleux. Et il faudrait que ce soit les parents qui s'adaptent finalement. Donc là-dessus, ça reste encore un point à éclaircir dans l'adoption. Ouais, c'est ça. Mais ça devrait plus être aux parents, du coup, de venir dans le pays, mais pas d'y rester genre 2 semaines et d'après emmener l'enfant toute sa vie. Ça devrait plutôt être aux parents de déménager. Pas forcément de déménager. Par exemple, dans mon adoption à moi, ils sont arrivés le mardi et je suis repartie le jeudi. Donc t'as fait 2 jours. Trois jours. Ah ouais, c'était vite, hein. Parce qu'après, j'ai atterri à Toulouse le vendredi matin. Ok. Donc, pour moi, on t'adopte comme un vulgaire animal où on choisit, allez, du coup, toi, on va te prendre, toi, on te prend pas. Allez, on passe quelques temps avec toi, on t'embarque, tu nous conviens. Moi, je l'ai vécu clairement comme ça. Et ouais, en fait, il faudrait que les parents passent quelques temps dans le pays d'origine de l'enfant. Pas forcément de déménager et d'y vivre, non, non, pas du tout loin de là, mais de apprendre la culture. Ouais. Et s'ils pouvaient passer, je sais pas, peut-être un peu plus. Moi, je sais qu'ils avaient passé 2 semaines, mais s'ils pouvaient passer, je sais pas, 2 mois déjà, hein, vraiment s'habituer, manger comme nous. Minimum 3 mois. Ouais. Au Trois moins. mois. Et aussi d'apprendre quelques mots du dialecte de l'enfant. Parce que clairement, moi, quand j'étais au Congo, je parlais le Lari, le Lingala, le Amontuba, euh, un peu du portugais et de l'espagnol. Finalement, arrivé en France, ben, j'ai tout perdu parce que j'ai été adoptée par des blancs qui ne parlaient que français et que français C'est et le qui gros n'ont problème. pas alimenté ce côté
langage de mon ethnie finalement, de mon pays, ma langue maternelle, qui est le lari. Donc, C'est quand même un gros problème parce que bah, on est tous confrontés à ça, dans le sens où bah, déjà le fait de partir c'est très compliqué parce que bah, on nous demande pas notre avis et surtout bah, au niveau des racinements socioculturels aussi quoi, parce qu'on n'a plus aucun repère et juste simplement le fait de parler, de continuer de maintenir la langue qu'on avait de base, que ce soit le lingala, le lari ou autre, bah, ça peut déjà faire du bien et aider à l'intégration. totalement, totalement. Et oui, il faudrait, mais est-ce qu'ils ont envie de ça? C'est ça aussi. Ça, c'est la grosse question. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que on donne des autorisations d'adopter un peu à n'importe qui. Et du coup, on cherche pas réellement à savoir déjà quelles sont les réelles motivations dans l'adoption des personnes. Est-ce qu'on a réellement envie d'adopter ou c'est juste pour garder l'image et pouvoir se dire ah bah je vais sauver un petit enfant d'Afrique. Et le problème c'est que en y repensant après c'est souvent ce pourquoi ils adoptent juste pour pouvoir se dire au final ah ouais mais j'ai quand même sauvé un enfant d'Afrique. Et c'est assez problématique parce que ça va se ressentir dès qu'on va poser des questions sur nos origines, sur d'où on vient et ce qu'on veut faire. Je vais revenir sur un point. On donne des enfants à n'importe qui. Justement, c'est pas à n'importe qui, c'est à des blancs. Parce que des familles noires qui veulent adopter, il y en a plein. Mais comme ils sont noirs, on est dans ce schéma complètement sociétal de le noir, il est pauvre. Ouais, Le blanc, il est riche, donc il pourra mieux élever un enfant. carrément. Et là, on rentre dans un jugement de valeur par rapport à la couleur de peau et à du colorisme et tout simplement de la discrimination. Et donc, c'est pas finalement à n'importe qui. On donne des enfants aux blancs et qui ont ce côté-là un peu philanthropique. On vient sauver les petits noirs d'Afrique. C'est comme ça que moi j'ai ressenti mon adoption, clairement. Ouais, je l'ai ressenti énormément comme ça. Et, et je pense que, enfin, on est vraiment beaucoup à le ressentir comme ça. Après, il y en a qui vont l'exprimer, comme on a pu le faire, et d'autres qui vont pas forcément l'exprimer pour plusieurs raisons. Et le problème derrière, c'est que le dialogue est pas vraiment possible. Le dialogue, il est rompu. Ouais, il est Tout très vite simplement rompu. parce qu'on a notre manière de penser, due à notre culture. Surtout moi qui ai été adoptée finalement tard par rapport à, comment dire, la norme. Parce que la norme, pour moi, c'est quelque chose de complètement dérisoire et futile. Mais si je m'appuie sur la société, ouais, c'est par rapport aux normes. Parce qu'habituellement, les gens adoptent des enfants bébés, des enfants de moins de 2 ans, 4 ans, mais jamais des enfants de 8 ans, plutôt rarement. Donc, ouais, pour moi, c'était ouais, compliqué et de pas pouvoir m'exprimer finalement. Parce que dès que j'osais un peu m'exprimer, ah, c'est la sauvage. Ouais. Et en vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que bah, je l'ai ressenti aussi. Et surtout que, en fait, quand les personnes adoptent, elles veulent absolument fasciner l'enfant à leur image pour pouvoir se dire c'est vraiment mon enfant. Alors que s'ils comprennent pas, c'est on a tous une histoire et un vécu. Et surtout que déjà quand c'est un enfant de 3 ans, comme ça a pu l'être pour moi, ça peut vraiment créer des conflits parce qu'on a quand même une histoire. Et sauf que souvent c'est amoindri parce qu'on se dit ouais il a 3 ans, il doit pas se souvenir. Et alors qu'en plus là, quand on rentre avec une personne qui a 9 ans, elle a vraiment encore plus de souvenirs. Et donc c'est là où il y a un gros conflit qui se crée parce qu'on essaie vraiment de faire table rase sur le passé, alors que non, il existe. Oui, on a un bagage, c'est ça que beaucoup oublient, oui, qu'on a un bagage et que finalement, ben, l'enfant se souvient de tout. Enfin, pas forcément de tout, mais il y a des flashs. Et ça rentre, oui, en conflit avec la manière dont je voudrais nous façonner et notre réelle culture. Et moi, je sais que dès l'âge de 2 ans jusqu'à mes 8 ans, je me rappelle de tout. Justement, il y en a qui font le choix inconsciemment de tout effacer. Moi, justement, je me suis battue pour dire, je me rappelle de ça et tous les souvenirs, je les ai dans ma tête de l'âge de 2 ans où il y a eu la guerre en 2000. La guerre, elle a commencé en 97. Ouais. Et jusqu'à 2003, il y a eu la guerre civile au Congo-Braza. Et je me souviens de toute cette partie. Donc,
Après, forcément, ça crée des traumatismes chez l'enfant liés à ça. Et que une fois qu'on a adopté, ces traumatismes-là peuvent ressurgir. Et les parents adoptifs ne comprennent pas forcément, ils ne vont pas chercher à comprendre. Parce que justement, on a ce bagage-là qui existe. Et ils ne prennent pas en considération ce bagage. Ouais, vraiment. Je pense que là-dessus, t'as quand même très bien dit le fait que on est des séquelles au niveau psychologique dû à tout ce qu'on a vécu là-bas. Parce que après, arrive plus ou moins à en parler. Il y en a d'autres qui ils vont vraiment essayer de l'enfouir au plus profond d'eux. Mais le problème, c'est que ça finit toujours par ressortir. Et c'est au moment où ça ressort qu'on aimerait avoir plus de Soutien. ouais, de soutien, c'est ça. Ouais. Parce que la vie au centre, le problème, c'est que dans les faits, sur l'image, de ce que moi on m'en dit, c'est que, les personnes extérieures, de ce que j'en comprends, c'est qu'à chaque fois ils sont en mode non, mais t'avais la belle vie et tout, parce que t'étais pas dans les rues. Mais ce qui se passe au centre, c'était pas du tout comme ce que les gens peuvent penser. Il y avait vraiment pas on était mieux que dans la rue, certes, mais dans les faits, c'était parfois pire que la rue. Ben, oui, parce que déjà, ce que moi j'ai pu vivre et certains ont pu vivre, ce n'était pas humain de la part des sœurs. Euh, Comment on peut priver un enfant de nourriture juste parce qu'il n'était pas du bon côté de la rue, alors que l'enfant, il a même pas 10 ans, il reste affamé pendant 2 jours. Non, c'est pas humain. Si tu veux sauver un enfant, c'est pas comme ça comment on sauve des enfants, c'est pas en les affamant parce qu'ils respectent pas certaines règles et des règles complètement stupides à mon égard, je trouve. Et non, c'est certes, comme tu l'as très bien dit, on était mieux lotis que dans la rue. Ouais, sur le papier, ouais. Ouais, mais à quel détriment? Non, c'est ça, à quel prix aussi. Et qui, au final, il y a quand même beaucoup de jeunes qui en avaient marre et qui, eux, ont dit, flemme, on part. Donc, il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont allés d'eux-mêmes dans la rue. Ça a été très compliqué aussi pour eux. Il y en a beaucoup qui finissent dans la drogue, la prostitution et autres. Mais faut comprendre que si aussi ils sont obligés de faire ça, c'est qu'à un moment, ce qui se passe au centre, Il y a des raisons. il y a des raisons, ouais. Et que c'est pas parce que les parents ils vont venir 2 semaines ou même 3 jours comme pour toi qu'ils vont réellement comprendre ce qui se passe. Faut y être au quotidien. Et les violences qui sont faites envers les enfants, c'est des choses qui marquent à vie. Que vous les subissiez ou que vous les ayez vues, c'est des choses qui marquent vraiment à vie. Et c'est là où c'est compliqué après quand on arrive en France. Parce que on a encore ces souvenirs-là et que on peut pas les oublier, quoi. Mais il faut savoir, les moindres petites traces de souvenirs qu'on a un impact sur notre vie. Vraiment. Un exemple tout simple. Moi, j'ai jamais voulu voir les cercueils, des trucs comme ça. Parce qu'à l'âge de 3 ans, on m'obligeait de voir le corps d'un enfant. Pour moi, c'est à quel moment, à 3 ans, tu obliges un enfant à voir le corps mort de notre enfant. Et quand à ma mère adoptive, je disais, je ne veux pas aller par exemple à l'enterrement de quelqu'un de la famille, elle me disait, je suis complètement égoïste. Mais elle ne savait pas mon histoire. Parce qu'elle a jamais cherché à comprendre non plus l'histoire. Ouais, Tout ce qui l'intéressait, c'est qu'elle avait un enfant. Pour moi, ça mériterait, à chaque fois qu'un enfant dit non, je n'ai pas envie de faire ça, d'aller creuser le pourquoi de la chose. Ouais, c'est ça. Et eux, ils n'ont pas cherché à creuser, en tout cas dans mon cas, les moindres trucs. Par exemple, pendant des années, j'ai eu horreur qu'un homme me touche. Tout ce qu'elle trouvait à dire, c'était oui, tu n'aimes pas qu'on te touche, tu n'aimes pas si, tu m'aimes pas. Non, c'était pas ça. C'est que j'ai subi des attouchements à l'orphelinat qui fait que dès que la jante masculine s'approchait de moi, je n'appréciais pas forcément. Tout est lié en fait. Si un enfant n'accepte pas qu'on le touche, il y a une bonne raison. Donc donnez pas juste ce côté, oui, elle aime pas si parce qu'elle m'aime pas, ou alors c'est une petite sauvageonne. Non. Essayez de comprendre.
et qu'on soit adopté finalement ou non, et on a toujours ces petits séquelles. Et moi, je pense qu'il y a une plus grande vigilance à avoir quand on est un parent adoptant. Ouais. Ouais. Après, c'est que mon point de vue. Mais quand on est parent adoptant, il faut faire très attention à chaque signe. Vraiment. Ouais, parce que clairement, vraiment, enfin, en fait, ce qui s'est passé au centre, ça nous a tous marqués, plus ou moins violemment. Et après, il y en a, ça les a tellement marqués qu'aujourd'hui, ils préfèrent vivre dans le déni et essayer de faire table rase du passé. Après, chacun le vit comme il peut. Mais c'est sûr que oui, je te rejoins totalement là-dessus. Par exemple, quand tu parlais du fait que bah, toi, t'avais du mal au niveau des enterrements. Moi, ça va être quelque chose où je peux avoir du mal, en fait, bah, je peux avoir du mal d'exprimer le fait d'être triste parce que, bah, en fait, je suis en mode, bah, moi, enfin, en fait, ça fait hyper longtemps que je peux vu ma mère biologique. Et au final, bah, c'est pour ça qu'en fait, je minimise énormément ce qui se passe et que je vais pas avoir du mal à me détacher des gens parce que, bah, ce sera jamais une douleur aussi grande que celle de devoir être détaché de ses parents biologiques. Et du coup, c'est là où il y a un décalage où les gens, bah, ça pourrait être soit qu'ils soient mieux formés, ou vraiment ouais, qu'ils essaient de comprendre le pourquoi du comment, parce que c'est jamais mal intentionné quand on dit non à faire quelque chose. Et après, c'est pour ça que c'est compliqué quand on nous dit ouais, mais vous avez pas de cœur. Enfin, moi, on m'a dit ça plein de fois. Ouf, j'ai entendu dès l'âge de mes 8 ans, quand je suis arrivée en France, jusqu'à encore aujourd'hui, où ma mère adoptive me dit t'as pas de cœur. Non, c'est pas que j'ai pas de cœur, c'est que pour moi, tu ne mérites pas que je te partage mon amour et toutes mes émotions. Ouais, Parce que clairement. tu n'acceptes pas mes émotions, parce que tu pars du principe que je suis noire, donc je suis plus solide. Je suis née en Afrique, je suis plus solide. Mais non, ça veut rien dire. C'est juste que pour moi, c'est pour partager mes émotions, il faut les mériter, tout simplement. Ouais, clairement. Et que bah, de toute façon, le truc, c'est que vu qu'on est un peu incompris, bah, à la fin, tu choisis juste avec qui tu partages tes émotions. Totalement. Et tu apprends en fait à jongler. Et je trouve ça d'une tristesse à devoir jongler. Par exemple, avec lui, je peux m'ouvrir totalement. Avec lui, non. Alors qu'on devrait être libre de partager les émotions avec n'importe qui. Et si on a envie de pleurer, on pleure. Si on a envie de rigoler, on rigole. Et de mon côté, l'adoption m'a appris ça de... Enfin, c'est même pas apprendre, c'est m'a obligé Ouais, à plus jongler obligé. avec mes émotions. Et pendant des années, même encore aujourd'hui, je cache mes émotions. Quand ça ne va pas, je me renferme juste, je dis pas que ça ne va pas. Même plutôt, il y a quelques années, je faisais ça. Aujourd'hui, j'arrive à m'ouvrir complètement parce que je me suis dit, non, cette personne-là, ma mère adoptive, m'a transformée en une personne que je n'étais pas. Alors que quand j'étais au Congo, ben, si on avait envie de pleurer, on pleurait. Si on avait envie de crier, on criait. Et quand je suis arrivée en France, j'ai perdu toute cette joie de vivre que Sœur Lucie marquait sur les cartes. C'est une fille joyeuse, souriante. Mais cette fille, du moment que elle était transférée du jour au lendemain du Congo dans l'Aveyron, ben, je n'ai plus été la même. Il n'y a que maintenant que je retrouve mon moi intérieur, concrètement. C'est c'est hard de se rendre compte de ça. Bah vraiment, mais surtout que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a tous eu plus ou moins les mêmes descriptions, en mode il est souriant et tout. Et le souci, bah, c'est que ça t'enferme après dans une image où, bah, par exemple, moi pendant longtemps, j'étais, oh Quentin, c'est le petit qui sourit. Et dès que tu souris pas, bah, en fait, t'as l'impression que t'es déjà même plus apprécié pour ce que tu es. Et qu'à la fin, vraiment, juste, ouais, mais t'es plus beau quand tu souris, ouais, mais là, j'ai pas envie de sourire. Et en fait, on t'oblige à sourire. Et à la fin, t'es juste caractérisé par le petit qui sait sourire. Alors que, mais t'es pas la seule parce que je me reconnais énormément quand tu dis que, bah, une fois que t'as été adopté, t'as perdu un peu de ta personnalité. Mais j'ai complètement changé. Ma personnalité, elle a disparu du jour au lendemain. J'étais devenue très maussade, mais je me cachais derrière justement ce sourire-là. Et c'est avec du recul que je me suis rendu compte que j'ai mal vécu cette adoption. Vraiment, vraiment mal vécu parce que je n'étais plus moi-même. J'obéissais à des ordres. On aurait dit, comme à l'armée, fais ci, fais ça.
sans vraiment comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé finalement. Parce que quand même, il faut savoir, moi, c'est la veille, ou non, j'exagère, quelques jours avant, on m'a dit, on va t'adopter, t'auras un papa et une maman. Ok. La veille, ah mais demain tu vas pas à l'école, ton papa et ta maman viennent te chercher. Ok. Après, quand ils sont arrivés, aussitôt, il faut l'appeler papa-maman, des inconnus. Celle-là, là. Vas-y, finis, mais cet Voilà. épisode-là. Des inconnus qu'il faut que j'appelle papa-maman. Excusez-moi, mais mon père, ma mère, euh, mon père il est retourné au pays, c'est-à-dire en Jamaïque ou au Nigeria. Ma mère, elle est censée être morte. Donc toi, t'es qui? En plus des blancs, comment veux-tu que j'appelle des blancs papa, maman? Et pendant le séjour, j'ai eu vraiment du mal à les appeler papa, maman. Mais ma mère adoptive, elle me disait appelle-moi maman. Sauf que pour moi, t'es pas ma mère. Et encore aujourd'hui, je dirais non, tu n'es pas ma mère. Et justement, elle ne mérite pas ce titre-là à mes yeux. Mais à quel moment, du jour au lendemain, on te dit d'appeler des inconnus papa, maman? Il faut se rendre compte du choc psychologique quand même qu'on est obligé de vivre. On nous a même pas laissé le choix. Et surtout, tu arrives en France après, on te met à l'école, on t'appelle Lucie Lapose. Toi, tu réagis pas. Tu comprends pas pourquoi on t'appelle Lucie Lapose. Désormais, c'est ton nom. Oui, mais je l'ai pas choisi ce nom. Et je l'ai pas voulu. Exactement, je l'ai pas voulu. Moi, toute ma vie, on m'appelait Lucie Bitoumou. Pourquoi aujourd'hui je dois m'appeler Lucie Lapose? Pendant des années, pendant 2 ans, je me suis posé la question. Et après, c'est en discutant avec une amie qui m'a dit mais c'est l'adoption plénière, patipata. Et là, j'ai compris pourquoi je m'appelais Lucie Lapose. Mais ça, j'ai jamais osé poser la question à mes parents adoptifs. Parce que j'avais peur d'avoir des réponses. Voilà quoi. Ouais. Mais enfin, il y a cet épisode où quand on t'apprend que, enfin, quand on t'apprend que tu vas être adopté, euh, et que ouais, t'es obligé d'appeler des gens papa, maman, et déjà ça c'est dur, et en plus de ça, enfin, ils sont blancs, donc il y a un moment ça ne colle pas. Et moi je me souviens, enfin, ça a dû m'arriver de pas les appeler papa, maman, et on me disait non mais on était parents et tout, ou même quand il y avait des conflits en mode ouais mais je suis ta mère, tu devrais me respecter. Et là, à ce moment-là, mon cerveau il bug, je suis en mode mais non en fait t'es pas ma mère, t'es juste une personne qui est venue me chercher Qui m'a et enlevé de mon qui m'a pays. enlevé de mon Moi, pays elle m'a enlevé de mon pays. et j'ai rien et je ne te dois rien. Et du coup, en fait, le problème c'est qu'après déjà il y a un excès d'autoritarisme. Du coup, c'est-à-dire que tu t'octroies des droits qui ne sont pas les tiens. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu dis que c'est ton enfant par la suite, alors que Tu lui changes son identité. c'est ça. Et à chaque fois que il te fait part du fait que bah lui il est pas bien ou qu'il te le dit pas forcément directement, mais si tu prêtais plus attention à réellement le découvrir plutôt que le prendre comme tous les autres enfants, eh ben tu comprendrais que non, en fait, ça ne va pas. Et après, par malheur, si tu essaies à peu près d'aborder le sujet ou de dire que bah, la frite te manque ou quoi, on te dit non, mais t'es très bien en France, on t'apporte tout l'amour dont tu as besoin, qu'est-ce que tu aurais fait de plus en Afrique? Mais vous vous rendez pas compte la violence déjà de cette phrase de qu'est-ce que tu aurais fait de plus en Afrique? Enfin, c'est comme si là, je vous prends, si vous habitez genre en France, et que vous êtes français, que je vous emmène soit en Antarctique, soit en Afrique, mais genre dans le désert du Sahara, et que je vous dirais, bah ouais, mais qu'est-ce que tu aurais fait de plus en France? Il y a un moment, t'es pas chez toi, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Et du coup, c'est là où vraiment il y a un gros problème, parce qu'on te donne, en fait, on essaie de faire table rase de tout ton passé, et on te dit, bon bah voilà, ça c'est tes parents. Et, et juste, en fait, non. En fait, à un moment, comprenez que c'est pas possible. Il n'y a pas ce lien. Même après, on te dit, ouais, t'as des frères et sœurs. Mais non, en fait, c'est juste des personnes qui sont là. On a vécu ensemble. Donc oui, on se connaît. Pour moi, c'est des colocataires. Bon, ouais, c'est ça, Pour vraiment. moi, c'est des colocataires. Pour moi, la deuxième fille qu'ils ont adoptée, pour moi, toute ma vie, c'était une colocataire. Parce que je n'estimais pas que c'était ma sœur. Surtout après ce qu'elle m'a fait et ce qu'on s'est fait mutuellement, pour moi, c'est... non, je la considère pas comme ma sœur. Même si on porte le même nom de famille sur les papiers, pour moi, c'est pas ma sœur.
Moi, mes frères et sœurs, ils sont au Congo. Mon frère jumeau, je sais pas où il est. C'est eux, mes frères et sœurs. Pour moi, c'est... Ouais. Et puis c'est compliqué aussi à pouvoir accepter parce que dans les adoptions, il y a deux types d'adoptants. Je crois que c'est une pause. Ouais. Je vais aller fermer la fenêtre parce qu'elle est chiante. Elle veut qu'on... Et moi, on ne s'occupe pas d'elle. Aïe, aïe, aïe. Des petits flops. Mais c'est ouvert. Vas-y. Va coucher là-bas. Couche-toi. Sinon, si tu viens, tu te tais. Allez, couchez là. Oh, elle a pris son truc poète-poète. Ou elle a pris l'autre. Et les deux, c'est un peu poète. Ah ouais, mais ça va être compliqué, hein, parce qu'on va l'entendre à mort par contre, son poète-poète. Voilà, comme ça, ça va fixer. Voilà. Et du coup, ouais, il y a deux types d'adoption en fait. Ceux qui sont vraiment abandonnés, ils vont peut-être avoir plus de facilité à accepter d'appeler des personnes papa, maman, frère et sœur. Et il va y avoir des personnes comme toi et moi, surtout encore plus toi, qui sait que c'est vraiment pas ta famille, quoi. Et c'est là où c'est compliqué déjà à leur faire comprendre, parce qu'ils veulent rien comprendre. Ils veulent pas comprendre que t'as eu une vie avant eux, en fait. C'est ça le truc. Pour moi, ils n'ont jamais accepté que j'avais une vie avant eux et que je suis obligée de composer avec eux. Non, surtout moi, déjà, dès le départ, je ne me suis pas sentie abandonnée. Parce qu'il y en a des fois, après, ils ont peur de l'abandon, ils ont peur de ci. Moi, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas peur de l'abandon. Parce qu'on disait, ouais, les enfants adoptés ont peur de l'abandon. Mais après, en retrouvant mes cousins biologiques, qui m'ont expliqué un peu mon histoire, et finalement, j'ai été sauvée par ma grand-mère et non abandonnée. Parce que dans les années de guerre, quand il y avait des jumeaux, on en gardait un et l'autre, normalement, il était pilé dans le pilon. Là, ma grand-mère, elle a eu cette générosité et cette lueur en elle peut-être qui a fait que, non, on la sauve. Et elle m'a mis à l'orphelinat et finalement, je suis devenue un secret de famille parce que ma famille ne sait pas que j'étais à l'orphelinat. Ils me pensent morte en fait. Et ça, c'est ouf. Et pour moi, si j'ai pas été abandonnée, parce que ma grand-mère, elle a fait le chemin de la Buenza jusqu'à Makelele pour me mettre à l'abri. Et tout le long de mon enfance, elle a suivi mon enfance, elle prenait des nouvelles. Et c'est que à son décès que ces personnes-là ont pu m'adopter. Mais en tout cas, j'ai toujours été soutenue par ma grand-mère. Et je pense que comme elle n'a pas pu me garder, c'est que elle avait déjà le secret et elle n'avait pas les moyens de me garder. On était en période de guerre. Et en échange, justement, en période de guerre, ma grand-mère a accepté que tous les enfants de l'orphelinat et les sœurs viennent se réfugier chez elle. Donc, grâce à elle, ils ont pu être sauvés un peu. Parce que c'était dans la brousse et tout ça. Et du coup, je me suis jamais sentie abandonnée. Bien au contraire. Et justement, je pense qu'il y a certains parents qui aimeraient que, oui, regarde, la famille t'a abandonné. Non, elle ne m'a pas abandonnée. Et quand j'ai annoncé à ma famille adoptive que j'allais rechercher ma famille biologique, ma mère adoptive, ce qu'elle a eu comme réponse, qu'est-ce qu'à 20 ans, t'en as à foutre d'aller chercher ta famille biologique? A contrario, ma sœur adoptive, elle
elle pouvait aller chercher sa famille biologique parce qu'elle habite sa famille biologique à Bordeaux. Et aussi mon beau-père qui est un enfant adopté. Ma mère adoptive, elle l'a accompagné quand elle était rencontrée sa famille biologique. Mais par contre, moi, je n'avais pas le droit d'aller rechercher ma famille biologique. Ouais. Ça crée un paradoxe assez bizarre. Parce que les autres ont le droit, mais toi, non. Parce que comme tu t'es jamais senti abandonné, tu n'es pas légitime d'aller rechercher ta famille biologique. C'est comme ça que moi je l'ai senti. Vraiment. C'est quand même vachement problématique. Parce que déjà, quand il y a d'autres enfants biologiques ou d'autres frères et sœurs qui sont là avant toi, ou même juste d'autres frères et sœurs qui soient biologiques ou non, il y a toujours plus ou moins des décalages. Indirectement. Toujours. Il y a toujours plus ou moins des décalages. Toujours. Et après, ça va jouer aussi au niveau de la personnalité. Parce que... Mais oui, si t'es plus docile, c'est plus facile pour eux. Bien sûr, bien sûr. Et après, ça va aussi être... Quand tu sais que tu as été abandonné, t'es plus dans un mood où ouais, tu vas faire en sorte de peut-être plus faire un peu plus d'efforts, contrairement à nous, par exemple, où tu sais qu'en vrai, vu que c'est pas ta famille, après tu peux rentrer dans un mode t'as plus rien à perdre. Et c'est là où ça peut être très compliqué. Parce qu'on a connu cette période-là, je peux plus te laisser en parler, par exemple. Oui. Dès que j'ai quitté cette famille, en allant faire mes études, pour moi, je n'avais plus rien à perdre. Clairement, le mot, j'en avais rien à battre, il était là. Je n'avais rien à battre de tout. J'étais dans une espèce de recherche de soi. En même temps, j'en ai rien à foutre de ce qui peut m'arriver du jour au lendemain. Des tentatives de suicide. Clairement, je m'en foutais de tout et je voulais juste en finir parce que c'était une vie de souffrance, clairement. Pour moi, je le dis aujourd'hui, j'ai souffert dans cette famille. Et ils ne s'en rendaient pas compte, à part dire, oui, c'est une fille qui est devenue violente. Mais je suis devenue violente à cause de qui? C'est pas du jour au lendemain qu'on devient violent. Il faut arrêter de déconner à un moment donné. C'est au fur et à mesure que vous alimentez cette haine chez l'autre qu'on devient violent. Non, franchement, pendant 2 ans de ma vie, je n'avais plus rien à battre. Et j'étais devenue dangereuse pour quiconque s'approchait de moi et pour moi-même. Parce que moi, j'avais rien à perdre. J'avais plus rien à perdre dans ma vie. Donc, si quelqu'un venait me chercher, je vais te tabasser. Parce que je n'avais rien à perdre. Que j'aille en prison ou dans un lit d'hôpital ou peu importe où j'atterrissais, je m'en foutais. Clairement, je vivais au jour le jour. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux dans tous les sens du terme. Ouais. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'en arrive pas là du jour au lendemain. En fait, c'est juste des années où on se sent comme enfermé dans un rôle qu'on doit tenir alors qu'il n'est pas le nôtre. On nous impose des gens au fur et à mesure. On nous impose de dire à des personnes que c'est nos grands-parents alors que non. Et vraiment, le plus compliqué, c'est vraiment de dire à une personne que c'est ta mère, alors que toi, en fait, t'as encore les images de ta mère biologique. Enfin, je sais que pour moi, c'est le cas, et c'est hyper compliqué. Enfin, ça m'est revenu après. Au début, ça me revenait moins, mais en grandissant vers 7-8 ans, ça a commencé à me revenir. Sauf que quand t'as des souvenirs avec ta mère biologique, c'est hyper compliqué. Après, il y a une personne en face qui dit ouais, moi je suis ta mère, tu me dois le respect. Toi, t'es en mode mais non, en fait, je ne te dois rien. T'es là, tu m'as pris, tu m'as pris juste en fait, et je ne te dois absolument rien. Et après, quand tu commences à faire des démarches pour récupérer ta famille biologique ou même retourner au pays, je sais que moi ça a été hyper compliqué parce que toutes les excuses ont été bonnes, en disant non mais ça va être dangereux, non mais c'est risqué, non mais attends je viens avec toi, alors que moi je veux pas en fait, je veux juste y aller. Et ça s'est fini comment pour que je puisse retourner au pays?
j'ai sorti les billets, j'ai dit bon bah soit tu mets ta carte parce qu'elle avait une carte gold et du coup c'était son excuse pour dire ouais mais s'il y a un problème comme ça il y a une assurance obligatoire. Donc j'ai dit soit tu mets ta carte et je te fais un virement, soit de toute façon je commande maintenant. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Parce que si en fait c'est dur mais pour obtenir des choses t'es toujours obligé d'aller à l'extrême. Enfin moi je sais que ça a toujours été comme ça pour obtenir les choses. Il a toujours fallu que j'épouse dans le retranchement parce qu'il y a un moment stop quoi. Moi, ce côté-là, je ne l'ai pas connu. Le côté de pousser à l'extrême, non. Parce qu'en fait, j'estimais que si elle voulait pas, je m'en battais les couilles et je faisais quand même. Donc, j'ai pas eu à chercher ce côté extrême, à la pousser hors d'elle pour que j'ai gain de cause. J'ai jamais eu à faire ça. Dieu merci, parce que sinon, ça aurait été encore une excuse pour dire que Lucie, la fille que j'ai adoptée, elle est violente, en plus impolie. Ça aurait donné juste des excuses en plus pour me décrire comme la personne que je ne suis pas. Ça, c'est qu'en plus après on te donne une image qui n'est pas la tienne, alors que, enfin, parce que on nous a tellement enfermés dans une image en mode ah, c'est le petit qui sourit, non mais c'est le petit toujours gentil à qui on peut demander n'importe quel service, il le rendra et tout. Et après dès que tu commences à plus rendre des services, on commence à dire t'as changé, c'est bizarre. Après tu commences à moins sourire, oh mais t'es plus beau quand tu souris. Toi t'es en mode je suis un être humain en fait, donc il y a un moment ouais j'ai pas envie de sourire, non je suis énervé, non évidemment j'ai pas envie de te rendre ce service. Et une fois c'est un truc qui m'avait vraiment choqué. Genre en gros bah, parfois enfin, on rendait des services et parfois t'as de l'argent. Et ça fait, enfin, j'avais rendu plusieurs services, et bon, bah, décide de me donner de l'argent, vas-y, moi je demande pas, je m'en fous. Voilà, je récupère. Et une fois, en gros, la fois d'après, je sais pas, elle me demande un service. Et moi, je soupire, je lui fais comprendre que j'ai pas envie. Et elle me dit cette phrase, mais qui est terrible. Hein. Elle me dit, n'oublie pas que je t'ai donné de l'argent l'autre jour. Bon, ça me l'a sorti plusieurs fois. Ah, je suis vente qu'à payer. Mais surtout, elle me dit ça en mode, bah, en gros, je t'ai acheté. Et sauf que moi, dans la tête, je suis en mode, mais en fait, personne m'achète. Et j'étais là, j'étais choqué. Mais elle, pour elle, c'était normal. J'étais en mode, mais en fait, non. Mais pour moi, ils nous ont acheté. Ah oui, bah, bien sûr qu'ils nous ont acheté, ça c'est un À délire. chaque fois, ma mère adoptive, elle m'a encore redit, ça va faire 3 mois qu'elle m'a ressorti ça, je ne t'ai pas acheté. Ben, bien sûr que si, comment t'appelles ça? D'envoyer l'argent tous les jours pour un enfant. Elle s'appelle ça acheter. C'est juste qu'ils utilisent d'autres mots pour se donner bonne conscience. C'est toujours pareil. J'ai fait des dons. Les fameux dons. Ah, les fameux dons, on en a tous entendu parler. Hein. Ah, mais on fait des dons pour l'association. Hein. Ah non, je suis désolée, tu nous achètes. Gros, ça fait 17 ans que tu fais des dons, 17 ans que tu m'achètes. Hein. C'est tout ce qui se passe. C'est Voilà. tout. Non, c'est pour moi, elle m'a acheté. Pour elle, elle est persuadée qu'elle m'a pas acheté parce que pour elle, elle faisait des dons. Sauf que pour moi, c'est pas des dons. C'est de l'achat à crédit. Ouais, vraiment, en crédit sur beaucoup d'années. Hein. Beaucoup d'années. Hein. Du crédit sur 4 ans. Tu fais, mais que tu payes 10 000 euros cash d'un seul coup ou que tu payes en faisant des dons chaque mois ou chaque année, pour moi, tu m'as acheté. Tout simplement. Et le pire, c'est qu'après, ils refont des dons plusieurs années après. Hein. Ça peut durer encore longtemps, donc ça s'ajoute juste à l'addition à la note, mais le Ils se résultat est donnent le même. bonne conscience. Oh, ça. Sans vouloir juger, ils se donnent bonne. Ils veulent se donner bonne conscience. Ouais. Et le truc, en plus, j'ai l'impression qu'ils, tu vois, ils se, comment dire, ils essayent de te faire culpabiliser quand t'es un peu moins gentil, en mode non, mais tu sais, ou par exemple, si tu veux pas finir ton assiette, ouais, mais tu sais, dans ton pays, ils ont pas à manger, tu pourras finir ton assiette. Des phrases comme ça, alors que toi, t'as rien demandé. Et du coup, c'est de te faire culpabiliser d'une situation qui n'est pas de ta faute, de ce qui se passe en Afrique, c'est pas de ta faute, et qu'en plus, en Afrique, il n'y a pas que la pauvreté. Et c'est hyper triste, parce qu'en plus, eux, ils véhiculent une image qui est fausse de l'Afrique, et ça en dit long sur quel la intérêt. manière, comment ils voient l'Afrique. Tout Ouais, ça. et comment du coup ils te voient aussi, et dans quel intérêt ils t'ont réellement adopté. Après, de mon côté, ils m'ont jamais dit finis ton assiette parce que aussi, parce que ça. Non, ils avaient ce côté-là, c'est tu t'es servi, tu finis point final. Mais même s'il faut jamais forcer un enfant à finir son assiette, mais moi je trouve ça bien qu'ils me forcent à manger. Parce que c'est important de ne pas gaspiller, tu vois. Ouais, carrément. Mais par contre, le côté sois plus reconnaissante
Mais frérot, moi j'étais bien en Afrique, et bien dans le sens, voilà, T'es chez tu es toi. venu me chercher. C'est à toi d'être reconnaissant de m'avoir dans ta vie. Grâce à moi, tu as une famille. Parce que moi, pour moi, je ne te considère pas comme mes parents. Donc, je ne peux pas dire, grâce à vous, j'ai des parents. C'est grâce à moi, vous avez une famille. J'essaie de inverser pour vraiment comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. C'est que tu es venu me chercher, c'est à toi d'être reconnaissant et non à nous d'être reconnaissants. Oui, mais sur le plan financier, Néa, oui, mais c'est toi qui as voulu un enfant. Donc, il faut que tu banques maintenant. Ça. Et du coup, là-dessus, ma mère adoptive, elle était vraiment au top parce que le moindre truc que je voulais, elle achetait. Justement, elle compensait le fait que j'avais pas d'amour maternel. Du coup, elle compensait sur le matériel. C'est ça aussi qui est un peu bizarre. Mais en tout cas, côté financier, c'est sûr, j'ai jamais manqué de rien. Vraiment jamais. Quand elle me payait des habits pour le sport, même si ça coûtait hyper cher, elle achetait parce qu'elle estimait que c'était mon moment à moi, mon défouloir. Donc ça, elle le respectait. Vraiment. Mais par contre, après, j'avais droit. Je ne suis bonne qu'à payer. Je paye, mais comme ça, à la limite, ça me donne un argument après. Vaut mieux en rire. Hein. Ouais, c'est sûr, vaut mieux en rire, vaut mieux en rire. En tout cas, sur le plan financier, même quand j'ai commencé mes études, je voulais couper les ponts avec eux. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait dès le départ. Je me suis dit, peut-être que ma soeur adoptive, elle aurait besoin de moi. Parce que j'espérais regagner un peu le rôle de grande sœur. Parce que finalement, pour moi, je n'ai pas eu la chance de prouver que j'étais une grande sœur. Avec tous les conflits qu'il y a eu, tout ça. Donc j'espérais en m'éloignant que ça puisse nous rapprocher. Sauf qu'au contraire, comme c'est une personne qui est très jalouse, ça nous éloignait. Donc, dès le départ, là, j'aurais dû couper les ponts avec cette famille. Mais je ne l'ai pas fait parce que je pense que mon inconscient disait d'une part, à force qu'on me répète, sois reconnaissante, sois reconnaissante. Ouais, c'est rentré en toi et tu t'es Exactement. presque dit, t'as presque eu un moment de culpabilité. Exactement, je culpabilisais énormément. Et après, quand j'ai commencé à gagner mon argent, tout ça, du coup, je me payais les choses toute seule. Et de temps en temps, je vais appeler ma mère adoptive, elle venait faire des courses, elle me remplissait les frigos pour être sûre que je manque de rien, tu vois. Donc, sur le côté financier, il a toujours été là quand j'en avais besoin. Ouais. Vraiment. Quand j'ai eu mes problèmes aux dents, ça coûtait 1500 euros tous les 3 mois. Elle était là, elle banquait, tu vois. Ouais, elle a toujours réussi un minimum de compenser. Ouais. Et un truc intéressant que tu as dit, c'est au moment où tu as eu envie de partir. Genre, c'est cette période-là, tu vois. C'est c'est un truc qu'il faut pas négliger quand on adopte un enfant, en fait. C'est qu'à un moment, il peut avoir cette envie de partir. Après, ça peut arriver plus ou moins tard, suivant les situations. Toi, vu qu'en plus, au niveau financier, elle t'aidait, ça a peut-être aussi retardé l'envie d'eux. Non, parce qu'en fait, quand j'ai passé mon bac, finalement, avec du recul, je me dis, je l'ai passé, du coup, je suis née au mois de juin. Du coup, j'avais 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Ouais. Et du coup, là, j'ai voulu m'émanciper. J'avais fait des procédures, tout ça. Et c'est en discutant avec, pour moi, c'est elle que je considère comme ma mère, parce qu'elle m'a toujours conseillé. La mère de ma meilleure amie, elle m'a conseillé, on a discuté. C'est elle qui était toujours là. Dès que je n'allais pas bien, boum, j'allais chez eux. Elle était là, elle m'écoutait sans juger ni ma mère adoptive, ni ma famille, ni personne. Elle écoutait tout simplement. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai pas fait cette demande d'émancipation, parce que sinon je l'aurais faite. Elle m'a dit, regarde ce que tu gagnes, ce que tu en es aujourd'hui, où tu veux aller. Et si tu veux aller loin, c'est pas en travaillant 35 heures par semaine que tu vas y arriver. Elle essaie de me faire voir les choses autrement et elle a réussi à me faire voir les choses autrement. Et aujourd'hui, je la remercie, mais
énormément de m'avoir dit non, ne va pas t'émanciper maintenant. Et après, comme elle m'a dit, de toute façon, la fin de l'année du bac est arrivée et après tu pourras partir. Parce que ça, c'était au milieu de l'année du bac, Ok. au milieu de la terminale, où Isabelle, elle a été très violente avec moi, qu'elle m'avait giflé parce que Miss Lindsay, elle avait décidé d'avoir, je savais même plus c'était quoi le problème. Donc, elle m'avait giflé, je l'ai regiflé et je lui ai dit plus jamais tu me touches. 2 petites secondes. On redit plus les prénoms après. Oui, pardon. T'inquiète, c'est pas grave. Vas-y. Et du coup, j'ai regiflé ma mère adoptive. Et c'est là qu'elle a compris que aujourd'hui, elle a plus de force que moi. Je ne vais plus la taper. Vraiment. C'est chaud. Et vraiment, c'est à partir de ce moment-là que j'avais dit, c'est bon, j'en ai marre. Quand quand j'étais en troisième, c'est là que ça a commencé, où ma soeur adoptive, elle commençait à faire des choses juste pour m'embêter pour le plaisir. Je révisais le bac, ben, elle mettait la musique à fond, elle faisait des trucs, des bruits à côté. Toute mon année au lycée, c'était ça. À un moment donné, j'ai dit stop. Là, je suis en train de passer mon bac. J'ai envie de juste réussir mon bac. Et quand je disais à ma mère adoptive de dire à sa fille adoptive d'arrêter, c'était ah, tu sais comment elle est. Sauf que non. Non, c'est pas une réponse. Moi, je veux juste réussir mon bac. Donc, c'était tous les jours de la violence, de la violence, de la violence, physique et verbale. À un moment donné, je dis stop. Et c'est là que j'ai été voir la psychologue du lycée. J'ai discuté avec. J'ai dit non, ça ne va pas. Je suis maltraitée psychologiquement et physiquement. Donc, je veux que ça s'arrête. Je veux me faire émanciper. Et c'est là que la mère de ma meilleure amie est intervenue en disant réfléchis, vraiment. Ok, bah, heureusement qu'il y a des personnes comme ça aussi autour. Après, est-ce que tu pourrais juste expliquer ce que c'est l'émancipation pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est? L'émancipation, c'est quand tu as moins de 18 ans et que tu veux quitter le nid familial. Du coup, tu peux avoir l'occasion de... En fait, c'est comme si tu étais majeur plutôt que prévu. Parce que quand tu es majeur, tu as certains droits. Et du coup, quand tu es émancipé, finalement, ça avance ta majorité. Et du coup, tu as les mêmes droits qu'une personne qui est majeure. En gros, tu peux aller travailler, tu peux dépendre totalement de toi. Tu n'as plus besoin de responsable légal, tout simplement. Ok. Ouais, bah c'est bon à savoir. Peut-être que ça pourra servir à d'autres. Tu parlais bah, des violences psychologiques. Malheureusement, c'est hyper récurrent. Et que c'est banalisé, Ouais. finalement. Dans l'adoption, c'est vraiment banalisé. Euh, dû, je pense, dû à la mauvaise connaissance de l'adoption, du pays d'origine, et le fait qu'on ait tellement voulu nous façonner à une certaine image qu'à un moment, bah, évidemment, ça ne colle plus. Et le jour où on commence à dire stop, c'est là où ça bloque. Enfin, je sais que c'est là où ça a bloqué aussi de mon côté. Et le jour où tu commences à dire, bah, en fait, non, je suis pas comme ça, non. Et que tu commences réellement juste à devenir toi-même, on te dit, ouais, mais non, mais t'as changé. Non, mais l'adolescence, ça te réussit pas. Mais en fait, c'est que je devrais depuis hyper longtemps être comme ça. Et qu'à un moment, t'en as juste marre. Et tu parlais de l'émancipation à très juste titre. C'est d'ailleurs dommage que ça demande autant comment dire, de démarches et de papiers pour pouvoir le faire. Oui, du coup, quand tu fais l'émancipation, après, il faut que tu ailles devant le juge, expliquer pourquoi. Les parents sont là et c'est le juge qui décide en fonction de la situation si oui, l'enfant est apte à être émancipé ou qui juge que non, l'enfant n'est pas en danger, donc peut rester avec la famille. Ouais. Et sauf que pour démontrer qu'un enfant est en danger, c'est hyper compliqué. Oui, Surtout que dans ces moments-là, après, même si les parents sont divorcés, ils se mettront toujours à deux, ils vont dire non, mais, voilà, c'est on leur t'aime. parole contre la tienne. Ouais, En fait. voilà. Et sauf que bah, quand t'es mineur, ta parole ne vaut rien. Concrètement, je peux le dire, la parole d'un mineur ne vaut vraiment, vraiment pas grand-chose. Et c'est vraiment problématique parce que du coup, après, ça donne lieu à des espèces de règlements de compte, enfin, des soucis qui ne devraient pas arriver
dans les familles. Et c'est vraiment dommage parce que l'émancipation, ça pourrait être une solution à beaucoup de choses. Oui, un point d'appui, un tremplin pour sortir de cet enfermement psychologique. Vraiment. Quand tous les jours, on te rabaisse, on ne te prend pas à ta juste valeur, euh, vraiment, c'est dur. C'est dur pour l'avoir vécu. C'est compliqué de rester dans une famille déjà de base qui est complètement cassée et de se dire, ben, déjà cette famille elle est cassée et on vient moi me rajouter dedans et on me casse. Et t'as l'impression qu'on te rajoute en mode c'est lui qui va tout changer. Oui, totalement. Alors que non, en fait, nous, on a notre histoire et on n'est pas là pour tout changer. On essaie déjà de se construire nous-mêmes. Et, euh, c'est ça, je pense, le plus compliqué. C'est qu'on essaie déjà de se construire nous-mêmes. Et on nous rajoute des gens qui eux-mêmes sont pas stables mentalement et psychologiquement. Je pense qu'il devrait vraiment y avoir un réel travail psychologique sur les parents pour voir, enfin sur les personnes qui veulent adopter, voir comment ils sont psychologiquement. Parce que moi, je sais que ceux qui m'ont adopté, ils étaient archi pas stables psychologiquement. Mais vraiment. Mais je le dis aujourd'hui et je l'ai toujours pensé. Je le pense depuis que je le pense depuis que j'ai 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans, je voulais absolument partir. Je l'ai pas dit parce que dans tous les cas, même après, quand on envoyait des lettres au juge parce qu'il y avait des problèmes d'alcool et tout, les gens n'étaient pas pris au sérieux. Donc je me suis dit, mais en fait, moi, ma parole ne sera jamais entendue et prise au sérieux, alors que, enfin, je devrais même pas être là, quoi. Ils devraient même pas pouvoir adopter. Et quand tu essaies de leur expliquer, eux, ils s'en foutent en fait. Ils sont, mais non, tu dis n'importe quoi et tout. Mais en fait, si, juste l'adoption, tu devrais pas l'avoir. Donc c'est là-dessus où c'est compliqué. C'est pour ça que l'émancipation, c'est, je sais pas donc vraiment de pourcentage tu as de chances de réussite sur une émancipation. Très peu. Très peu. Parce qu'il faut réussir à démontrer Mhm. tout en restant calme. Ça, c'est très compliqué. Ouais, c'est ça. En plus après, ils font genre venir des assistantes sociales. Sauf que ce qu'ils font, c'est quand les assistantes sociales elles viennent, tout le monde est prévenu au moins un mois à l'avance. Donc déjà, t'as pas l'effet de surprise. Nous, quand il y avait genre des problèmes d'alcool, tout était rangé, tout était clean. Tout le monde est, enfin, et du coup, c'est problématique parce que bah, toi, tu sais ce que tu vis. Et après, ça crée juste encore plus de séquelles psychologiques. Ah, mais c'est sûr. Et un mois avant, on te prévient, ah, la psychologue ou l'assistante sociale va arriver. Le lendemain, il te rappelle pour te rappeler le rendez-vous. Ouais. Non, mais. Vraiment. Pour être sûr que t'es pas oublié quand même. Hein. Ah, bah oui, ça serait dommage. Ah, quand même. Hein. Faudrait quand même pas qu'on arrive à démontrer que l'enfant a raison. Et, Ah, mais non, surtout pas. ouais, et en plus, suivant la profession des parents, parce que nous, le père était gendarme, euh, même quand il avait été placé en garde à vue, ils ont tout fait pour étouffer l'affaire. Et du coup, t'es en mode. C'est une honte. T'es en mode. Ah ouais, donc le gars, t'as beau déposer une main courante, parce que il paye pas, il veut pas payer les, comment dire, La pension la alimentaire. pension alimentaire. Il prend 2 heures de garde à vue, il est convoqué chez le général. Tu sais pas comment ils se débrouillent, ils étouffent l'affaire, fin de l'histoire. Toi, t'es en mode what? Genre, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'avais fait les comptes, et cette personne, elle me doit entre 7 et 12 000 euros. Je sais que enfin, j'irai jamais les demander parce qu'il voudra jamais me les donner. Parce que bah, je suis pas l'enfant biologique qui voudra jamais me les donner. Mais c'est pour dire que là aussi, il y a il y a des gros différentiels suivant quand l'enfant il est biologique, quand l'enfant il est non biologique. Euh, c'est assez problématique parce que moi je sais que Le mien me doit ça. et 3 000 euros. t'imagines, Mm. enfin tout ce que tu peux faire, que ce soit avec 12 000, que ce soit avec 3 000, enfin c'est des sommes conséquentes. Euh, c'est ça vraiment je pense le plus gros problème, c'est qu'il faut un décalage sans le vouloir déjà entre les enfants. Il y a, enfin moi c'est comme ça que j'ai ressenti, il y a vraiment un gros décalage et décalage qui ne devrait pas y avoir, mais ça vient aussi du fait bah, que si déjà ils étaient stables mentalement et que l'enfant n'était pas là juste pour combler un manque qu'ils n'arrivent pas genre à sauver des couples ou quoi. Enfin,
je suis pas là pour sauver ton couple, quoi. Moi, je sais que j'étais là pour remplacer. Je remplaçais clairement quelque chose. Et déjà, dès le départ, je ne me suis pas sentie à ma place. Je ne me suis pas sentie à ma place parce qu'ils m'ont fait ressentir cette différence. Et après, quand ils adoptaient l'autre, ben là, c'est là où c'est parti en cacahuète. Parce qu'il y a clairement eu des préférences. Et se le cachait même pas. Il le cachait même pas. C'est ça le pire. C'est le plus scandaleux de voir et que tout le monde le voyait et que eux ils disaient ben non, ben si en fait, si. Il y a eu clairement des différenciations de traitement et la famille le voyait et au début je pensais que c'était moi qui étais folle en mode oui t'abuses peut-être que t'es jalouse. Non, je suis pas une fille jalouse. Donc, j'ai pris du recul, j'ai analysé, et c'est quand une fois une amie est venue chez moi et qu'elle a remarqué qu'il n'y avait que des photos de la deuxième fille adoptive, elle m'a demandé mais elles sont où tes photos? C'est là que j'ai pris conscience et j'étais en première. C'est dur. C'est très très dur parce qu'après, où est-ce que tu veux te placer dans la société? Comment tu veux réussir Non, du coup, en fait, toute ta vie, tu te mets en retrait. Tu te sens, dès qu'il t'arrive quelque chose de bien, tu te sens pas légitime. Parce qu'on t'a toujours fait ressentir que ce qui t'arrive, tu le mérites pas. Donc, tu es tout le temps en retrait dans la société. Et ouais, dès qu'il t'arrive quelque chose de bien, tu te remets en question. Et tu vas même jusqu'à questionner si c'est pas une magouille tellement que tu as l'habitude qu'on te fasse des crasses dans ta propre famille. Quand on arrive là, c'est Ah oui, oui, il y a un oui. problème quelque part. Quand même. Je me rappelle, il m'est arrivé un truc super génial. J'ai fait, ben non, c'est bizarre. Tu vois le délire? Alors que c'était un truc tout simple. Non, c'est bizarre. Je ne crois pas à ce qui m'arrive. C'est soit quelque chose de bien, alors que c'est quelque chose de bien. Donc j'ai refusé cette chose. C'est là que tu dis, ouais. Non, ça a un grand impact sur ta vie au quotidien. Mais ça laisse vraiment ça laisse des traces très violentes. Et tu t'en rends pas compte sur les débuts, tu t'en rends compte en grandissant. Par exemple, tu parlais tout à l'heure du fait d'arriver à t'ouvrir et à exprimer tes émotions. On a tellement été obligé de se contenir que c'est très compliqué. Enfin, ouais, même pour moi, tu vois, je suis pas un mec forcément qui va pleurer en public. Et même exprimer le fait que ça n'aille pas ou quoi, c'est quelque chose qui. Après, j'ai un visage expressif, donc ça va, mais c'est quelque chose que je peux encore avoir du mal à dire. Me dire, ouais, bah, Quentin, ça va, je peux te dire oui, mais plus par habitude que réellement par crainte ou quoi. C'est plus vraiment par habitude de toujours devoir faire semblant que ça aille bien, alors que c'est la merde. Aujourd'hui, j'ai appris à m'émouvoir sans me cacher. Sans me dire comment tu vas. Si je vais pas bien, je dis ça ne va pas, mais ça ira. Tout simplement. Ouais, Les gens n'ont pas besoin de savoir pourquoi ça ne va pas. Juste le fait de pouvoir dire non, ça ne va pas, c'est. Ouais, ça soulage. Ouais. Ça soulage de ouf. Ça enlève un poids. Et après, bah, tu vois, tu restes positif, tu dis, mais c'est mais après, c'est pas grave. Toujours. Par contre, une chose qui m'ont jamais enlevé, c'est mon côté positif tout le temps. Peu importe les situations, même si je suis dans la pire des situations, j'ai dit à chaque fois, ça ira. Ça ira, ça ira. Basta. C'est ce côté de résilience qui me sauve au quotidien. Vraiment, il y a toujours pire dans la vie. Ouais, clairement. Clairement. Et bah ça, c'est un truc qu'on nous a pas mal appris au centre, dans les valeurs africaines. Je sais que c'est pas mal de là où je le tiens. Et ouais, carrément, comme tu dis, le fait de toujours rester positif. Et un truc que je me dis, bah en vrai, je me dis, j'ai pas fait autant d'années à galérer et à me battre contre bah, moi-même et toutes les galères de la vie pour arrêter là, quoi. Dans les moments où c'est vraiment des gros moments de bad, où c'est dur. Comme tout à l'heure, t'as parlé genre tout ce qui était genre tentative de suicide et tout. Ça, c'est des trucs où, bah, par exemple, ouais, les familles qui adoptent ne sont pas briefées dessus. Alors que je pense que tu demandes à tous les adoptés, ils y ont tous pensé au moins une fois. Et c'est ça qui fait peur. Mm. Ça veut dire que
la majorité de ceux qu'on connaît qui ont été adoptés ont fait des tentatives de suicide. Oui, on pensait. Enfin, moi, je sais que j'en ai pas fait, mais j'y ai pensé, tu vois. J'y ai pensé plein de fois. Oui, d'y avoir pensé déjà, c'est... Ça en est une, presque. Voilà. Se dire, je peux faire ça, comme ça, comme ça. Hmm. Pour moi, c'est un peu la même chose. Mais ouais, carrément. Et tu peux pas, en plus, à ce moment-là, tu peux pas en parler, tu vois, quand t'es jeune ou quoi. Mais non, c'est avec le temps, je sais que à ma mère adoptive, je lui ai fait une lettre et je lui ai dit, tu sais que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Elle m'a répondu oui et. A contrario, quand sa fille, l'autre fille a fait une tentative de suicide, c'était scandaleux. On l'a menée à Sainte-Marie, on l'a menée dans un truc spécialisé. Moi, c'était oui et alors. Là, récemment, justement dans une autre lettre, pour lui expliquer pourquoi j'avais coupé les ponts, j'ai expliqué ce que j'ai subi à l'orphelinat. Et il m'a répondu, tu te crées encore des problèmes. Non, je te dis, t'explique ce qui m'est arrivé pour que tu comprennes pourquoi je me suis comportée comme ça. Et peut-être te faire réfléchir sur ton comportement. Mais toi, ce que tu vois, c'est juste le mal que la situation te cause. Au lieu de réfléchir à pourquoi ça en est arrivé là. Et te dire, ah mais finalement, elle a agi comme ça parce qu'elle a subi ça. Merde, j'ai fait une lettre de 6 pages et on me répond ça. Et en plus, elle a eu l'audace de me répondre, je pensais qu'à l'orphelinat, tu étais bien. Mais bien sûr qu'on était bien par rapport à ceux qui sont dans la rue. C'est ça qu'ils arrivent pas à comprendre. Bien sûr, je peux dire, j'ai connu que l'orphelinat quand j'étais au Congo. Donc, je veux dire, j'ai grandi. Même si j'ai subi certaines choses, ben, ça reste quand même l'endroit où j'ai grandi, où j'ai appris à me construire, appris certaines valeurs. Donc, pour moi, j'étais bien par rapport à d'autres. Et c'est ça, oui, comme tu dis, ils ne comprennent pas. Et le fait qu'elle me retienne juste ça, je me dis, oui, en fait, c'est une personne qui n'a pas encore fait son bout de chemin, alors qu'elle arrive presque à la soixantaine, et qui doit encore faire un bout de chemin sur ses représentations, sur qu'est-ce qui la met autant hors d'elle, et qui crée cette haine vis-à-vis de moi. Parce que je pense qu'elle a, comme tu l'as dit au début, ils n'ont pas guéri eux-mêmes leur traumatisme quand ils étaient enfants et qui sont là encore, qui persistent à l'âge adulte. Justement, je me dis, aujourd'hui, je veux régler mes problèmes et être sereine avec moi-même parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Si j'ai des enfants, c'est pas pour leur transmettre mon stress, ce que j'ai vécu. Non, mon enfant n'a pas à subir ce que j'ai subi. Et eux, ce qu'ils font, ils nous font subir ce qu'eux, ils ont subi finalement. C'est comme ça que moi, je le vois. Ouais, vraiment. Et surtout, on leur... je sais pas pour toi, mais comme moi, ils n'ont jamais pu avoir d'enfants eux-mêmes, on leur projette cet échec au quotidien. De se dire, oui, je n'ai pas été capable de procréer. Ah, en plus, elle réussit son bac. J'ai jamais eu mon bac. Ah, elle réussit son master. Ah, le master 1, master 2. Ah, deuxième master. Finalement, elle fait mieux que moi. Au lieu d'être fière, tu es là à envier ton propre enfant. C'est hard, ce qui se passe dans leur tête aussi. En vrai, c'est... Je ressens que du désarroi et de la pitié envers cette personne, finalement. Il faut pour moi, elle mérite de se faire aider par les meilleurs spécialistes pour qu'elle s'en sorte et qu'elle enlève toute cette haine qu'elle a accumulée tout au long de ces années. Et le fait de dire à son enfant, c'est à cause de toi que j'ai divorcé, c'est à cause de toi que j'ai un cancer, c'est à cause de toi... Non. Ce qui t'arrive, c'est la faute à pas de chance, tout simplement. Donc, tu l'as provoqué aussi, tu vois, mais oui. Voilà, mais tu peux pas rendre responsable un enfant de tes malheurs. Et pour elle, je suis responsable de tous ces malheurs qui lui arrivent. Alors que quand tu as 9 ans, tu sais même pas c'est quoi le mot divorce. Tu sais même pas ce qui se passe dans le couple. Comment tu peux dire à un enfant c'est à cause de toi?
c'est, c'est inhumain. Et c'est, enfin, comment dire? C'est là où vraiment, ouais, faut absolument qu'il y ait un plus gros suivi et et une étude bien plus détaillée du profil psychologique de la personne, en fait. Parce que bah, j'ai eu ce problème là, par exemple, par rapport à la confiance en soi, tu vois. Moi, je suis un mec qui a une grosse confiance en lui, mais depuis tout petit, parce que j'ai dû me construire de moi-même. Et du coup, vu que je vois qu'en face, bah, de toute façon, les gens ne me donneront pas la confiance, faut que si tu me donnes pas, j'irai le chercher moi-même. De toute façon, si je veux quelque chose, je sais que ça se passera comme ça. Et depuis tout petit, bah, j'ai dû l'avoir par moi-même. Et à chaque fois, mais tous, hein, ils C'est étaient, narcissique. ils étaient, non mais oui, tu t'aimes trop. Non mais Quentin, il y a un moment, faudrait peut-être te remettre en question, faudrait peut-être douter. Non mais de toute façon, Quentin, il est toujours sûr de lui. Bah ouais, bah écoute, c'est pas mon souci si t'as des problèmes de confiance en toi. Et, euh, juste en fait, bah ça peut détruire quelqu'un. Après, suivant la force mentale que t'as, c'est plus ou moins différent. Mais je sais que j'ai eu la chance, bah, moi ça m'a pas détruit, mais vraiment tu peux détruire un enfant, quoi. Et quand je les vois tous après, mais j'étais là, j'étais en mode, mais comment c'est possible d'avoir si peu confiance en soi et de pas savoir prendre des décisions ou même sur la toute fin, là, avant que je sois plus ou moins mis à la porte. Ouais, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. En gros, il y a eu un décès et limite, si on disait pas que c'était de ma faute, genre si la mère adoptive elle disait pas que c'était de ma faute, sa mère elle était malade. Alors que moi j'étais en mode, mais bah non, c'est pas ma faute. Et puis bah elle est malade, bah ok, mais moi je peux rien y faire. Surtout que à partir du moment où une personne répète toute la journée, je veux mourir, j'en ai marre, je vais pas aller la voir pour me rajouter encore plus de. Enfin bon, je te laisse dans ton mood en fait, vraiment. Et je réagis grave comme ça avec tout le monde. Si t'es là, t'as pas envie de t'en sortir, je ne viendrai pas. Et c'est juste que tu ne peux pas m'en vouloir d'un moment où me protéger et d'être en mode gros, moi j'en ai marre de souffrir, bien, t'as envie de souffrir, bah souffre de ton côté. Et c'est ça le truc. Et c'est ça qu'ils arrivent pas forcément à comprendre que, bah ouais, toi aussi t'as ta vie à gérer, toi aussi t'as été impacté par des problèmes, des choses qui te sont arrivées, et qu'à un moment t'as pas forcément envie de les revivre. Et que moi, bah ok, bah ouais, tu vas peut-être perdre ta mère, c'est triste, ok, bah pas de souci. Mais gros, ça t'a pas dérangé quand moi tu m'enlevais de mon pays et que du coup tu m'as retiré à ma mère biologique. Tu vois, dans ta tête, ça t'a pas traversé une seule seconde de l'esprit de te dire je suis en train de faire une dinguerie. Et que juste le fait que, bah ok, bon bah elle va mourir, c'est triste, bah moi je suis passé à autre chose en fait. Si je vois que tu veux pas t'en sortir, bah je passe à autre chose et c'est tout. Et juste le fait que ouais, ils comprennent pas que, bah gros, ouais, je fonctionne pas pareil et qu'il y a un moment, bah, j'ai développé des mécanismes qui font que bah, je squeeze assez rapidement pour éviter de trop m'impacter et que bah il y a un moment c'est la vie aussi quoi et que il y a pire. Voilà, c'est tout. Bah ok, elle est morte, mais je me dis, bah toi t'as eu la chance de vivre plus de 50 ans avec. Chose que moi tu m'as retiré déjà, chose que j'ai pas eu et en plus où t'en as fait partie parce que t'es une des responsables pour lesquelles j'ai pas pu passer plus de temps avec. Donc il y a un moment tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas faire une. Mm. Enfin, tu peux pas tout avoir. Vraiment. Je reviens sur la confiance en soi. Justement, du coup, je suis un peu comme toi. J'ai dû me créer toute seule. Donc, quand par exemple je me disais, oh, je suis belle, ah, je m'aime bien, ah, t'es narcissique. Mais non. On m'a même sorti. Ton écriture, ça montre t'as trop confiance en toi. Ah ouais. On en est là. Mais, On en est là. mais, je fais qu'écrire. Pardon. Ma mère adoptive a comment sorti ça. Quand on écrit gros, c'est qu'on a trop confiance en soi. Comment ça on peut avoir trop confiance en soi? Déjà, juste ça. Comment ça trop? Au contraire, sois heureuse que t'as ton enfant, ben, il est là, il sait ce qu'il veut. S'il veut un verre d'eau, on va chercher un verre d'eau. S'il veut ci, on va faire. Non, mais pourquoi ça vous remet en question le fait que une personne ait confiance en elle? Oui, t'as trop confiance en toi. T'es trop narcissique. T'es vaniteuse. Mais non. Surtout t'être narcissique, non. Puis surtout que, bah, si personne te donne et que tu vas pas chercher, tu n'obtiendras pas. Bah, à un moment, tu veux pas me donner, bah, je Eh vais chercher oui, par tu moi-même. m'as jamais donné. Tout ce que tu as fait, c'est essayer de me rabaisser au quotidien. Même en faisant ça, tu n'as pas réussi. Quel échec. Même là, quel échec. Mes notes.
Des fois, j'avais pas des bonnes notes, mais je m'en foutais. Parce que les matières qui m'intéressaient, j'avais des bonnes notes. Celles qui ne m'intéressaient pas, je m'en bats les couilles. Je ne les étudie pas. Ça va pas me servir dans ma vie. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de scientifique littéraire. Donc, quand tu me donnes des trucs qui n'ont aucun sens pour moi, dans le sens scientifique, chimie, biochimie, mais les maths, tu me donnes ça, je m'en fous. Je vais pas réviser. Mais par contre, tu me donnes de la philo à faire, ben je te pends un truc de 12 pages, il n'y a pas de souci. Ah non, mais t'es trop confiante. Je vais en contrôle. Oui, je suis confiante parce que j'ai révisé. Je sais ce que je vaux. Et cette phrase-là, elle n'aimait pas. Parce que quand je dis je sais ce que je vaux, Ça renvoie à elle sait pas ce qu'elle vaut. Elle voilà. doute. Sauf que moi, je sais ce que je vaux. Je connais ma valeur aujourd'hui. Toi, t'es en train de te poser la question, qu'est-ce que je vaux? Et je pense que beaucoup de personnes adoptées développent ce mécanisme de ouais, on a confiance en nous. On sait ce qu'on veut. Parce que t'as pas le choix. Exactement. Et parce que il y a aussi une question où, enfin, moi, c'était aussi une question de vie ou de mort à un moment, tu vois. Si tu n'arrives pas à trouver ta valeur et ta place dans la société, et que tu te rends compte que de toute façon, on te la donnera pas, c'est à partir du moment où, ouais, j'ai vraiment compris que de toute façon, on me donnerait pas les choses, et que si je faisais pas 2 fois plus que les autres, je les aurais pas. Donc, bah, il y a un moment, bah, viens, je tente tout ce que j'ai envie de tenter, et j'y vais, en fait, c'est tout. Et toutes les fois, on m'a dit, non, mais Quentin, remets-toi en question quand même, t'as trop confiance en toi. Quelle remettre en question, gros? Moi, j'échoue pas, ça changera pas ma confiance. Dans le sens où, voilà, je tente, j'y vais, ça marche tant mieux, ça marche pas, bah, si ça te fait rire, tant mieux, mais moi, je m'en fous, j'ai tenté, et j'ai une nouvelle expérience, et j'ai encore acquis des choses. Et toujours, mais regarde ta sœur, mais je m'en fous. Elle, c'est une individu à part entière, je suis une individu à part entière. C'est comme ça. T'as Clairement. trop confiance en toi. Et un truc bah, qui a pas mal bloqué aussi, je pense que c'est quand t'arrives en France, en plus toi aussi t'es passé par la campagne, c'est... Aïe, Aïe aïe aïe! le C'est- racisme. oh, le sujet qui fâche! C'est, enfin, comment toi tu l'as vécu? Aïe. Tiens. Déjà, te dis, t'as l'étiquette fille adoptée. En plus, t'es noire. Tu pars avec un accent de blédard. Tu arrives dans un pays que tu connais pas, tu comprends pas leur langage et tout. Toi, t'as ton propre langage. T'arrives, des blancs qui te demandent, tu marches pieds nus, ça te fait quoi de marcher avec des chaussures? Mais tu crois que les 5 kilomètres que je faisais tous les jours pour aller à l'école, je marchais comment? Mais je comprenais pas les questions qui me posaient, des questions bêtes. Et quand je répétais à ma mère adoptive, oh, t'exagères. Ben, j'exagère pas, c'est ce qui se passe. Je me rappelle quand même au collège. Oh, oui. Eux, là, je les oublie pas. Hein. La clique, là, je les oublie pas. On jouait au ballon tranquillement. Et eux, ils arrivent, ils m'envoient le ballon sur ma tête. Et ces bâtards-là, ils disent quoi? On a tiré sur la tête du babouin. Moi, je vais voir le directeur. Du coup, le directeur les renvoie pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, je sais même plus. Je répète ça à ma mère. Oh, on va aller voir le directeur. Oui, monsieur le directeur. Oui. On a conscience du racisme. D'accord. Point final. Oui, mais moi, à titre personnel, mon enfant bien rien que, mais je me la, mon jeune, il a eu le malheur de dire, un tel était resté avec moi, je me suis déplacée, ils ont vu rouge au collège, ils se rappellent de mon nom au collège. Alors j'imagine mon enfant qui vient, qui me dit, un tel m'a dit ça, il était raciste. Ok, ramène-moi l'enfant, pas l'enfant, les parents, ramène-moi les parents, on va discuter. Non, mais à quel moment ton enfant subit du racisme? Qui te le dit? Et tu dis, oh, t'exagères toujours. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai appris à me battre toute seule. Je me rappelle, il y en a un qui a voulu faire le raciste avec moi. Je l'ai mis KO par terre. Ah, le directeur savait que j'avais raison. Il n'a pas convoqué les parents adoptifs. Ah, ça c'est sûr. Du coup, j'ai appris à me défendre toute seule. Parce que j'avais des parents qui étaient incapables d'assumer qu'ils avaient un enfant noir. Et quand tu as un enfant noir à la campagne, Ah, gars, il y a du racisme. oh, c'est dur. Hein. Et il faut la protéger contre protéger ton enfant contre ce racisme. Et j'ai pas eu cette protection. Personne l'a eu. Je pense que personne l'a eu parce que, tu vois, même moi, c'était en mode non, mais Quentin, faut te blinder et tout. Et moi, bon, vas-y, tu vois, t'en as marre de pleurer, donc bah, tu te blindes. Mais après, je me suis toujours dit, ça sert à rien d'entrer dans la violence parce que ça les rend encore plus bêtes. Ça les Ah, rend encore c'était le plus, seul plus bêtes. mécanisme que j'avais. Ouais, non, Clairement. c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, ça m'est arrivé une fois vraiment d'en attraper un parce qu'il avait dit, mais il avait dit une dinguerie. Genre, on était sur un groupe Facebook et ça vanne. Vraiment, sur le groupe, vas-y, ça vanne et tout, pas de souci. Jusqu'au moment où le mec, je vanne lui ou je vanne sa copine de l'époque. Et il me dit, plein de rage et de seum, il me dit, ouais, vivement que Marine Le Pen, elle passe, comme ça va nous dégager des noirs comme toi. Ce à quoi j'ai répondu, pas de souci, j'attends de te voir en vrai. Je l'ai vu en vrai, il s'en souvient encore. Bon, mais sinon non, sinon au-delà de ça, j'ai toujours évité. Je me suis toujours dit parce que le problème en plus, c'est que sinon, même quand je réponds, à chaque fois on va dire ouais, mais non, c'est lui parce qu'il est noir. Et c'est ça le problème aussi qu'il y a aussi en France, c'est au niveau de cette protection-là quoi. Et même quand les profs ils font du racisme, ils sont même pas mis en examen ou mis en cause plus que ça. Parce que j'ai eu un problème de racisme avec une prof. Ça s'est fini par, on m'a changé de classe et on a laissé la prof dans la classe. Et on a décidé de me changer de classe pour éviter que ça fasse trop de bruit et qu'on soit obligé de virer la prof. Alors que la prof m'a carrément dit que, bah, de toute façon, j'allais rien faire de ma vie, que de toute façon, bah, j'étais un moins que rien. Et à chaque fois, même quand j'étais pas là, elle arrivait à dire que c'était moi le responsable des bêtises quand même. Bon, voilà, une fois, il y a une chaise qui est partie de... Sauvage. Ouais, voilà, c'est ça. Et une fois, ça avait failli mal finir parce que la prof me prend dans un coin, genre me dit, je sais plus, elle me parle et tout. Et genre après, elle commence à trop insister en mode, ouais, non mais il se passe quoi et tout. Moi, je veux pas lui parler, je suis en mode, mais moi, je veux pas vous parler en fait, parce que juste, non. Elle fait, ouais, mais si, tu vas me dire en gros ce qui se passe dans ta vie et tout. Je suis en mode, mais t'es bizarre. Et ça s'est fini par le fait qu'elle appelle la mère adoptive en mode, ouais, il se passe ça avec Quentin en cours, c'est ça. Il y a un problème. Du coup, elle m'en parle. Du coup, moi, je suis en mode déjà, elle est bizarre, genre à appeler. Et du coup, après, moi, je lui explique ce qui se passe réellement. Sauf que du coup, elle a deux versions. Donc après, elle fait un comment ça s'appelle? Un remix. Non, même pas un remix, un questionnaire que je fais passer en cours en mode, ouais, est-ce que la prof elle est raciste? Est-ce qu'il y a un problème avec Quentin? Ta. Et la question, est-ce que la prof elle est raciste? C'est la question, je m'en souviendrai le plus. Dans la classe, on est 28. Moi, je peux pas voter. Sur 28, il y en a 27 qui répondent oui. Et là, et là, et là, il y a un problème parce que du coup, le souci là derrière, c'est que il y en a un pour X raison, il oublie le questionnaire dans la salle de classe, donc ça finit au niveau du directeur. Le directeur commence à péter un plomb en mode ouais, comment ça vous faites passer des questionnaires? C'est remise. Il a utilisé quoi? Il a dit c'est remise en question de l'autorité d'un prof. Donc déjà, ça va très loin. C'est-à-dire que les mecs se croient intouchables. Et du coup, ce après quoi, je suis convoqué chez le directeur. Donc il me dit ouais, tu vas peut-être être viré, conseil de discipline et tout. Du coup, moi, je suis en mode mais, enfin, tu te rends compte de ce qui se passe là quand même? Il est en mode ouais, mais de toute façon, t'as pas de preuve de ce que tu dis. Et là, je fais gros, regarde là, tu vois ça, cette question-là. Si t'as 27 réponses sur 28, pose-toi des questions. Il fait ouais, mais t'as pas de. Du coup, je fais ok. Du coup, ça finit pendant 9, même pas. Il était 8h du mat. Je suis resté de 8h. Il m'a mis de 8h à 19h30 dans une salle. Genre, il m'a viré en gros du lycée, mais il m'a inclus dans le lycée. Je savais même pas que ça pouvait se faire. Du coup, je me tape 11 heures dans une classe pour un questionnaire que j'ai jamais demandé à faire passer. Au final, le soir, elle vient me chercher. On est convoqué chez le directeur. Et là, retournement de veste, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois que j'ai jamais été dégoûté autant de l'être humain à partir de ce jour-là. Et là, elle sent que c'est chaud. Et elle dit ouais, mais en vrai, Quentin, t'as pas de preuve de ce qu'elle dit. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai fait ah ouais. J'ai fait ah ouais. Donc là, j'étais en mode attends, donc là, tu me mets dans la sauce. Je me tape 11 heures dans une salle où genre on me donne rien à faire. Vraiment, je me retrouve dans une salle assis et c'est tout.
Et je suis en mode, gros, c'est pas humain. On m'interdit même de sortir en récré, on me dit de manger tout seul. Enfin, une journée ultra humiliante où j'étais en mode, what the fuck. Et je me suis dit, mais tout ça parce que je suis noir. Et vraiment, mais du coup, enfin, j'étais en mode, mais comment c'est possible? Et après, du coup, conseil de discipline. Donc, arrive le conseil. Je suis en mode, ok, donc déjà, je prends un conseil de discipline, je sais même pas pourquoi. Et ça finit, en gros, le directeur fait une dictature. Il écoute pas les autres profs, il fait, ok, on change de classe. On arrive, il donne le résultat. Sauf que du coup, tous les profs, ils sont en mode, non, mais c'est mort, on peut pas changer de classe parce qu'en mois de janvier, du coup, c'est un job. Et sauf qu'au final, bon, il fait le forcing, il change de classe. Et je suis vraiment en mode, du coup, c'est-à-dire que, parce que je suis noir, ça pose problème. Et le problème, c'est que si le parent adoptif, adoptant, il fait pas bloc, parce que ceci, c'est sa responsabilité de faire bloc dans ces moments-là. Et même les profs, quand vous avez un élève étranger de couleur, c'est à vous de faire bloc. Et c'est pas le prendre à part, mais c'est pas un enfant qui est comme les autres. Surtout si vous savez qu'il est adopté, c'est pas un enfant qui est comme les autres, qui a une histoire, qui a un passé psychologique. Et c'est vraiment un enfant auquel vous devez faire plus attention que les autres, parce que c'est un enfant qui est quand même vachement vulnérable et fragile mentalement. Et c'est ça aussi qui est hyper minimisé. Parce que mentalement, ouais, on est bien plus vulnérable que les autres. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de suicides aussi. Non, pour moi, on ne peut pas arriver dans une campagne où 90% des personnes sont des vieux blancs qui votent le FN. De ouf. Il y a quand même le club FN qui a été fondé en bas de chez moi. Je descends à vélo, je vois le club FN. Moi, je vois ça en tant que parent adoptant de noirs. Je vais porter plainte. Je vais faire tout pour que ça se vire, le club FN. Mais non, mais ils font leurs affaires, laisse-les. Voilà. C'est triste. Bah, en fait, c'est que déjà, il y a un manque d'engagement réel. C'est ça qui est le plus compliqué. Pour moi, vraiment, il faut qu'il y ait une vigilance sur... quand ils font leur test psychologique, là, je sais pas comment... Pour moi, c'est même pas un test psychologique quand ils viennent une fois tous les 6 mois voir la maison, si les parents sont... je sais pas c'est quoi leur connerie, là. Et pour moi, il faudrait inclure de comment réagir face à une situation de racisme. Il faudrait. Et l'enfant soit prêt, en fait. Pas qu'on découvre... Il n'y a que en Europe que j'ai découvert le mot racisme. Même moi. Et surtout, ça te remet tellement en question. Mais attends, moi là, j'ai rien demandé. On me fait prendre un avion. Donc je suis là, je suis pas chez moi. J'ai pas envie d'être là. Et en plus, je me mange le racisme. Et à partir de ce moment-là, moi, c'est vraiment dans ce moment-là où j'ai eu les premières pensées en mode, mais en vrai, vaut mieux que je me tue plutôt que je continue à voir là. Enfin, j'ai rien demandé à personne. Et au final, je me retrouve là. Le pire, c'est le racisme banalisé au sein de la famille. Oh, c'est le pire. Oh, celui-là. Quand ton beau-père te sort, non, mais toi, t'es habitué à la chaleur. Mais gros, que je te prenne, toi, l'allemand ou moi, l'africaine, on te met à 40 degrés, moi, 40 degrés. Et c'est la même chaleur, hein. Je te jure, c'est vrai. Non, mais non, il n'y a pas de mieux, tu comprends. Non, c'est du racisme banalisé. Ou alors, vous les Noirs, vous savez tous danser. Oh. Vous les Africains, vous avez tous des formes. C'est hyper problématique de penser comme ça. Dans ta propre famille, il y a du racisme banalisé, tu vois. Non, mais toi, tu peux pas porter cette robe. Regarde, t'es africaine, t'as des formes. Si j'ai envie de m'habiller comme une bad bitch, je m'habille comme une bad bitch. C'est vraiment. Mais c'est vraiment hyper problématique. Ce racisme qui est ultra banalisé. Enfin, moi, on m'avait dit quand j'avais eu ma première voiture, c'était une Twingo, elle était noire. Et la réaction de la grand-mère, elle a dit quoi? Elle m'a dit, mais vous auriez pas pu prendre une autre couleur? Là, je comprends pas d'où elle va venir, vraiment. Elle dit ça, pépère. Et là, je fais, pourquoi? Elle fait, parce que vous avez pris une Twingo noire. Donc là, je commence à capter, je me dis non. Et je fais, ouais. Et elle fait, un noir dans une Twingo noire, on va pas voir la différence. J'ai fait, ah ouais.
Je fais, ah. Et en plus, moi, je suis un mec ultra rancunier, tu vois, donc je suis en mode, bonne ambiance. Ou même au repas de famille, on va pour faire une photo, c'est Noël. Et tu vois, c'est un peu sombre. Et là, le cousin qui sort. Ouais, du coup, ils prennent une première fois la photo, ils font bon, on va devoir la refaire. Parce qu'en gros, bon, tout le monde comprend l'idée, mais voilà, il dit juste bon, on va devoir la refaire, vas-y, c'est pas grave. Et là, ce gros génie qui dit bah ouais, Quentin, t'es pas de la bonne couleur. Tout le monde se regarde en mode. Enfin, tu sais même pas quoi dire. T'es en mode. Vas-y, gros. Et c'est ça, ouais, t'as raison, en vrai, le racisme banalisé. Après, c'est de toute façon, au moment où ils font les. Comment ça s'appelle les adhésions. Enfin, en vrai, ils sont plus pressés d'ouvrir le catalogue, entre guillemets, pour donner tous les critères qu'ils veulent de l'enfant, que réellement. On le veut noir, mais pas trop noir. C'est ça, on en parler du catalogue. Ça, on n'en parle pas assez du catalogue. Ah, elle est très noire. Elle est très noire. J'arrive pas aussi noire. Est-ce qu'elle va blanchir si on l'amène en Europe? Non, faut qu'on en parle des critères. Non, parce que ça c'est un truc où les gens, ils sont en mode non, mais on a adopté, on n'a pas choisi, on nous l'a donné. Non, t'as choisi. Quand tu fais un agrément, tu choisis l'âge, la couleur des yeux, les cheveux, la couleur de la peau, la taille, le poids. Tu choisis tout. Déjà, juste le pays. Déjà, juste tu choisis le pays. Donc déjà, on sait plus ou moins qui tu veux adopter. Alors que si vraiment c'était pas choisi, tu dis, t'aurais juste l'autorisation et de n'importe quel pays, mon gars, ça viendrait. Voilà. Mais là, non, t'inquiète pas, on sait que t'as choisi ça. Non, mais moi, personnellement, j'étais le 7e choix, je crois. Ils ont commencé à chercher d'abord en Asie. Flop. À Madagascar. Flop. Au Cap-Vert. Flop. En Haïti. Flop. Après, je sais plus où. Flop. Une personne sans un handicap avec la maladie de Down. Flop. Bon. On va chercher un peu plus loin quand même. Bon, on va mettre, vu notre âge, allez, on met un enfant grand. Et voilà. Alors on va envoyer au Congo parce qu'on a rencontré des Congolais. Allez, où? Aïe, mais c'est tellement ça. Et... Quand je dis j'étais pour remplacer, j'ai remplacé cette personne. Mais surtout après, ça veut quand même dire, enfin, dans quel état enfin, tu fais en plus ressentir forcément à l'enfant que c'est pas cool. Oui. On m'a quand même dit, on aurait préféré un garçon. Mais qui t'empêchait de mettre un garçon sur ton agrément? Vraiment. Parce que si t'as eu un garçon, t'aurais encore attendu 2 ans de plus. Moi, il fallait attendre juste que ma grand-mère crève, c'est tout. Une fois qu'elle était enterrée, t'as pu m'adopter. Mais quand même, on notifie et on répète à chaque fois, ouais, je préfère un garçon. Aïe. Du coup, quand j'étais un garçon manqué, parce qu'il fut une période où j'étais garçon manqué, c'était la bonne époque. C'était la bonne époque. On m'a quand même osé me dire, une fois j'étais dans la voiture, tu me dis si t'es lesbienne. Hein. Moi j'aimerais bien avoir un enfant lesbien. Non mais, j'aime les queues. Je ne suis pas lesbienne. Je ne suis pas homophobe ni rien, je m'en bats les couilles de ta sexualité, tu vois. Mais juste le fait qu'on te regarde en disant, ouais, ça me ferait plaisir. Mais dans ce cas-là, quand tu as fait le 2e agrément, pour m'expliquer, attends. Pourquoi t'as pas noté un garçon? Grave, hein. Pourquoi? Surtout c'est ça, c'est que c'est ça, je pense que qui est pas clair au niveau de l'adoption, alors que en vrai, quand tu veux adopter, tu as le choix. Voilà, t'as vraiment. Et quand on parle de catalogue, c'est une image, mais c'est presque ça quand même. Hein. C'est comme si t'adoptais des chiens, enfin, un animal. Tu vas à la SPA. Voilà. Par exemple, moi, je voulais adopter mon chien. J'ai dit, je veux un chien pour courir, qui soit un peu haute sur pattes, une femelle. Après, la couleur, on va pas rentrer dedans. elle est sortie marron. T'es très clair. Mais en vrai, c'est là où en plus, t'es en mode...
Gros, t'as choisi, tu vois, quand même. En plus, t'avais la chance, pas comme les autres qui ont eu des enfants genre biologiques. Toi, C'est à t'as choisi, l'autonomie, t'as tu vu, vois. Ouais. tu t'as pu dire. Enfin, moi, ils me l'ont dit plein de fois. Ils ont dit non, mais nous, on a demandé un enfant de 3 ans, pas plus grand que les autres, parce que comme ça, dans les heures d'arrivée et tout, ça chamboule moins la famille. Bon, déjà, t'es en mode. Dis ça, mais si tu veux, soit. Et, euh, C'est la et société, ça. ouais, voilà. Mais c'est ça en vrai le truc. C'est que le pire, c'est que tu dis, les mecs ont choisi. Hmm. Et en plus, ils osent se plaindre. Donc, c'est double peine. Et toi, t'es en mode, mais gros, tu m'as choisi. Donc, tu m'as choisi. T'as mis l'argent pour, donc tu peux encore te rétracter. T'as pris les billets. T'as fait toutes les démarches et après, tu te plains. Mais ça, on dit long sur les centres d'adoption, des associations quand même, sur leur mode de fonctionnement. C'est, tu vends, pour moi, c'est de la traître. Ben, finalement, on est en Afrique, le mot est un peu gros, parce que la traite négrière, c'est autre chose, mais Oh, c'est presque ça. Hein. voilà, c'est, on te prend des noirs, on te déplace, allez, commerce triangulaire, allez. Clairement. Au final, tu te dis, mais on est esclave d'eux. Hmm. Que Ouais. finalement, c'est le même système, Ça va pas changer. c'est juste que on respecte un peu plus l'humain. Mais si je pouvais te tabasser dès que tu fais une bêtise, je te tabasse. Si tu n'obéis pas, je te tabasse. Je te punis pas. Et n'en parlons pas des cheveux. Non, mais il faut pas que ça fasse trop afro, décelé, défriselé. Non, je vais pas défriser mes cheveux. Non. Ouais. En fait, c'est un peu le même système finalement. On revient en arrière. On a l'impression d'avancer, mais en fait, on régresse. Parce que finalement, regarde, quand les gens choisissaient leurs esclaves, c'était la même chose. Allez, on regarde les dents, ben, c'est la même chose. Comme jamais. Mais vraiment, en C'est plus. juste que ben, on ne subit pas les trucs ramasser le coton dans les champs. Ça. Mais l'idée, elle y est en fait. On déshumanise totalement parce qu'en plus, Et tu oui. enlèves toute l'histoire de la personne. Donc, tu Oui. la rends. En fait, Et surtout, oublie bien ta culture. oublie bien ton nom, ton prénom de base, on l'enlève, surtout que. Et en plus, pour le récupérer, mais comment c'est une galère, hein, pour changer de nom. Ça, on pourra en parler dans un autre podcast, hein. Mais récupérer son identité, c'est un autre délire aussi, hein. C'est bien facile que vous arriviez à nous l'enlever, mais alors, pour qu'on la récupère, merci. Pour Hein. récupérer, il faut révoquer l'adoption. Pour révoquer l'adoption, il faut porter plainte contre ses parents adoptifs et il faut des témoins. Donc, tu mets d'autres personnes dans l'histoire et je trouve ça pas correct. Tu mets tout en œuvre. Et surtout que, comme Voilà. on en avait parlé, le problème, c'est qu'après, tu perds tout. Tu perds tes diplômes, tu perds tes papiers, Oui. tu perds ton permis. Et Oui. du coup, en fait, Oui, il faut tout refaire. on complexifie tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es arrivé à un certain stade dans ta vie, bah, t'as pas envie de repasser ton bac. Moi, j'ai pas envie de repasser mon BP, mon permis, tout. Et du coup, bah, t'es juste obligé de les garder sur, sur ton acte de naissance alors que t'as pas envie, quoi. Mais surtout le fait qu'il faut, pour... Ouais, c'est simple, ils nous enlèvent, dès qu'il y a l'adoption plénière, pouf, on n'a même pas quitté le pays qu'on s'appelle autrement. Oi, oi, oi. Et après, pour récupérer son identité, parce que pour moi, j'estime que vous avez volé mon identité et Merci. je vais récupérer mon identité, on me fait galérer comme ça. Il y a un truc qui est pas logique. Le système, il faut qu'il change par rapport à ça. Que ce soit l'adoption plénière ou l'adoption simple, arrivé à 18 ans, que l'enfant décide s'il veut garder ou non le nom de famille de la famille adoptive ou son nom biologique, tout simplement. Ou s'il veut garder les deux, pour moi, on Exactement. devrait garder les deux tout au long de notre vie. Et que si un jour on a envie de changer, on change. Mais que même après, on puisse revenir en arrière si nécessaire. Parce que quand même, ils ont fait passer la loi de... Les enfants ont le droit de changer de nom de famille, mais tu peux prendre que le nom du père ou de la mère. Tu peux échanger entre les deux. C'est naïf. Et pour les enfants adoptés, est-ce que vous avez pensé à la loi sur ça? D'ailleurs, là, je suis en train de écrire une lettre au président par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est pas normal que les enfants adoptés soient oubliés dans les démarches administratives aussi simples. Comment ça, tu peux changer, on peut t'enlever ton nom, mais tu peux pas le récupérer? Et surtout que, quand même, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on a réussi à nous enlever notre nom contre de l'argent.
Oui. Et c'est ça, et c'est là où non, mais on vous a adopté, mais c'était avec le cœur. Moi, on n'arrêtait pas de me dire, non, mais je t'ai pas porté physiquement, mais je t'ai porté dans mon cœur. Mais qu'est-ce que t'as porté dans ton cœur, gros? T'as mis de l'argent, t'as juste mis de l'argent sur la table. Genre, t'as mis de l'argent sur la table, t'as enlevé tout, t'as essayé d'enlever tout mon passé. Donc, officiellement, t'as enlevé mon passé, mais c'est tout. Mais t'as juste mis de l'argent sur la table. Et c'est là où c'est quand même terrible que l'argent est roi, et que juste pour moi, en fait, la colonisation, ça s'est jamais fini. Ils Non, l'ont ça se juste, finit pas, ils l'ont c'est juste là. remasterisé et de façon un peu plus moderne. Comme ça Oui. passe mieux. Mais au final, à partir du moment où tu poses de l'argent pour effacer la vie de quelqu'un, c'est hyper grave. Et c'est très très grave. Alors, quand je dis qu'en Afrique, pour 10 euros, tu peux faire disparaître une vie, c'est réel. Mais alors, tu dis quand même que les Blancs peuvent venir en Afrique, effacer autant de vie qu'ils veulent, sous prétexte qu'ils ont de l'argent. Tu peux adopter autant d'enfants que tu veux quand même en Afrique. Et en plus, ils ont le culot de dire, moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Si tu avais porté un nom africain, je serais changé de nom pour t'appeler Emma. Mais pourquoi? Ah, mais parce que pour s'intégrer, les liens. Non. T'as vu? Moi, on m'a dit, si t'avais eu le même prénom que l'enfant qui était déjà là avant, on aurait changé le prénom. Mhm. Et j'étais en mode, comment ça? Et après, quand on me dit, ouais, mais t'avais un nom africain quand t'étais en Afrique, mais bah, quand t'es arrivé en France, on t'a donné le nôtre parce que comme ça, t'étais plus intégré dans la famille. Je suis intégré de quoi, gros? On n'a aucun lien, toi et moi, d'accord? T'es juste une personne lambda. Et c'est quand même, c'est ça le plus problématique, je pense. Donc, ça, c'est vraiment le plus problématique. Et aujourd'hui, du coup, pour finir, est-ce que toi, tu te sens intégré ou est-ce que tu penses qu'un jour tu seras intégré ici? Non. Non. Parce que même dans mon travail, j'ai du racisme banalisé. Dès que tu parles, ah, t'es adopté, ah, c'est cool l'adoption. Non, tu connais pas c'est quoi l'adoption, ne parle pas. Et je pense que je ne me sentirai jamais intégrée dans ce pays. Non, pas du tout. Parce que les mentalités, il faut qu'elles évoluent. Parce que pour moi, certaines mentalités, elles réfléchissent encore comme les colons, Ouais, tout simplement. Et c'est ça. tant qu'il n'y aura pas eu cette évolution, encore, je mens parce qu'il y a eu une évolution sur l'adoption, parce que maintenant, les Noirs ont le droit d'adopter. Avant, les Noirs n'avaient pas le droit d'adopter, ou alors ils te faisaient faire des papiers qui duraient des années, finalement, jusqu'à ce T'abandonner que tu par as... toi-même. Exactement. Aujourd'hui, les Noirs ont autant de droits que les Blancs pour adopter. Peu importe ta sexualité, peu importe ta couleur, tu as le droit d'adopter à partir de l'âge de 25 ans. Et ça, je trouve ça formidable, cette loi qu'ils ont fait passer, mais est-ce qu'ils vont l'appliquer? C'est ça que je me pose comme question. Ça, c'est un autre débat. Mais tant qu'on n'aura pas une équité sur l'échelle de la couleur, je ne me sentirai pas intégrée. Ça m'étonne pas et je te rejoins tout à fait là-dessus. Et, pour moi, de toute façon, le problème, c'est que bah, l'adoption, c'est toujours un pillage de l'Afrique, en fait, parce qu'on pille les richesses humaines de l'Afrique. Euh, et après, bah, ça devient compliqué. C'est pour ça que l'Afrique, on dit ouais, l'Afrique, il y a que des pauvres et tout. Mais au final, vous en êtes les premiers responsables parce que vous prenez les richesses de l'Afrique. Et qu'au final, bah, vous les prenez et vous les utilisez quand ça vous arrange. Donc, par exemple, pendant les Coupes du Monde, les Pogba, les Mbappé, tout le monde est bien heureux, tout le monde est bien content. Et évidemment, ils sont français. Mais après, quand il arrive l'Euro, Mbappé il rate son penalty, bah, plus personne n'est français, quoi. Et tous les mecs de couleur sont plus français. Et c'est pour ça que, pour ma part, je te rejoins là-dessus, je me sentirais jamais intégré, parce qu'on est français que quand il y a victoire. Mais dès qu'il y a problème, on n'est Exactement. plus français. MHD, quand il y a eu son histoire, là, comme quoi il s'est fait interpeller et autres, 2 jours avant, c'était le prince de l'afro-trap français, le français qui rayonne dans le monde, le franco-français à la rigueur. Et dès qu'il a eu un problème et qu'il a été incarcéré, c'est devenu non, le guinéen, non, le ci, non, le ça, mais ça n'a jamais été français. Aya Nakamura, il y a pas longtemps, pareil, elle a eu une garde à vue. Elle est française quand elle est au Grammy Awards, quand elle est sur New York, l'avenue New York Street. Mais là, quand il y a eu garde à vue, ah Ah non, non, la malienne. la malienne, Aya Nakamura, ta. Et c'est ça le problème en fait. C'est comment voulez-vous qu'on s'intègre à partir du moment où on est français que quand ça vous arrange, que quand on gagne. Enfin, du coup, on gagne pas vraiment. Et,
Et il est là le problème. Et voilà aussi pourquoi il y a autant de personnes qui n'ont pas envie de s'intégrer. Non, justement par rapport au sport, par exemple, je me rappelle, quand j'avais gagné la course internationale et tout, et là, la française, Lucie la pose, gna gna gna. Le lendemain, je perds une compétition internationale aussi. Alors, du coup, celle qui nous vient tout droit du Congo, pardon, Quelle ingratitude. pardon, la veille, je vous ai amené une coupe. Tu veux quoi de plus? Ah, là, j'étais française. Ah, là, mon prénom est passé bien. Lucie la pose. Oh là 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 là, on l'a bien aimé. Lucie la pose congolaise. Ouh, c'est bizarre d'avoir Hmm. un nom français. Ouh, une congolaise. Ouh. Non, je ne me sentirais pas intégrée. Jamais. Tant que un blanc qui porte un nom africain, ça ne sonne pas bizarre, je ne me sentirais pas intégrée. Ça reviendra jamais à l'idée. Voilà. Un blanc qui s'appelle Mohamedou, Moussa. Ah, ça fait bizarre. Oh, oh, mais pourquoi tu as un prénom africain? Et nous, pourquoi on ne demande pas pourquoi on a des prénoms français? Pourquoi? C'est ça, alors que c'est pas du tout nos ancêtres. Enfin, c'était genre Youssoufa qui avait dit est-ce que vous pensez réellement que mes ancêtres avaient la gueule de Vercingétorix? Et c'est Ben oui, clairement ça. Et ben oui. clairement, et du coup, il y a un problème identitaire qui est énorme. Et Ben faut. oui, quand on en discutait la dernière fois, ben oui, quand je vois les prénoms des sœurs de mon copain, ben ça claque quoi. Ça fait wow. Ah, Les ben, ancêtres sont là. c'est ça. C'est un gros problème Lucie. identitaire, tu vois. Quentin, enfin, Après, après, moi, c'est le prénom que mes parents m'ont donné, tu vois. Mais j'aurais souhaité avoir un prénom vraiment bien nigérian, tu vois. Mais non, colonisé par des blancs. Voilà ce qui arrive. c'est vraiment ce qui est compliqué. On va faire en sorte au fur et à mesure que les mœurs se changent. Euh, Et ça commence par nous, déjà. ouais, ouais. Mais après, tu vois, pour les adoptions, tant qu'on aura des personnes de type Tanguy qui viennent sur les plateaux TV, je sais pas si tu te rappelles de Tanguy, qui soutiennent des Éric Zemmour, ça me paraît très compliqué. Tant qu'on Très aura compliqué. toujours des personnes qui vivent dans le déni, des personnes adoptées lim- qui limite disent qu'ils sont blancs, qui sont blanches, qu'elles sont blanches, il y aura toujours un problème. Et pourtant, et Dieu sait qu'on en connaît. Euh, toutes les, enfin, c'est hyper problématique parce qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Euh, Enfin, moi, par exemple, la fille adoptive, qui était déjà là avant que j'arrive, elle avait dit une fois, ouais, moi, enfin, quand tu subis du racisme, ça m'énerve parce que pour moi, t'es comme nous. Et là, j'avais tiqué. J'étais en mode, comment ça, je suis comme vous? Genre, tu En vois pas la fait, perception oui. qu'elle s'en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est on vous tolère. Ouais. Et les gens pensent que la tolérance, c'est une égalité. Non. La tolérance, c'est je suis au-dessus, toi, t'es là, je Je te tolère. tolère, Ouais, je te supporte finalement. c'est ça. Ça sous-entend ça. Comment ça, tu me tolères? Non. C'est tu m'acceptes comme je suis. Ouais. Je te prends dans ton entièreté. C'est ça. Mais tant qu'il y aura toujours bah, tous ces Africains qui continueront à absolument vouloir s'intégrer. Alors c'est bien de vouloir s'intégrer, mais de là à en oublier son identité, c'est différent, quoi. Parce que euh, combien de fois on en a vu dire limite être raciste envers des Renois parce qu'il y avait des blancs à côté et qui étaient en mode non mais les blancs c'est les meilleurs. Gros, arrête de vouloir t'intégrer. Parce que eux, ils vont vouloir de toi qu'en temps de victoire. Dès qu'il y aura des fêtes, t'inquiète pas, mon grand, tu seras le premier à sauter. Mm. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en large sur tout ce qui était l'adoption et l'histoire de Lucie. Donc bah merci à toi Avec d'en plaisir. avoir autant parlé Avec plaisir. et puis on pourra refaire d'autres Et podcasts. sans animosité. Ouais. C'est le plus important. Oh que oui, oh que oui. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de chemin Et avec parcouru. beaucoup de recul. Et qu'aujourd'hui, on se sent en paix avec soi-même. Ah bah, c'est ça le plus important. Donc ouais, si vous connaissez des gens qui souhaitent adopter et qui ont besoin de conseils, écoutez, c'est aussi pour ça que je fais ce type de podcast. C'est vraiment
bah, pour que vous sachiez quand même où vous mettez les pieds et pas que vous basiez sur les reportages qu'on peut voir à la télé où tout est beau, tout est rose, parce que bizarrement, ils font jamais de reportage 15 ans après, quand on en est à faire des podcasts comme ça. Là, c'est moins vendeur. Là, l'adoption, ça vend moins du rêve. Donc voilà, faut aussi voir les deux côtés et à comprendre que l'adoption, ce sera pas une partie de plaisir. Tu auras des moments de haut et des moments de bas, mais que déjà, en fait, ce n'est pas votre enfant. Surtout d'avoir un point de vue sur les personnes adoptées et pas juste les adoptants. Ouais, Ça, c'est... c'est ça. Parce que sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui voudraient adopter. Ah ben... Si ça va réellement ce que ça engendrait, il y aurait beaucoup Parce moins que d'enfants. s'ils savent à quoi s'attendre, ils peuvent y remédier à tout ça. Ouais, mais du coup, il y en a plein qui n'auraient pas envie. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas envie de se prendre Oui, la tête. oui, c'est sûr. Mais Mm. si tu te renseignes sur l'histoire de l'enfant que tu adoptes, sur son pays, sur... Finalement, par exemple, j'avais vu un reportage, les parents, avant l'adoption de l'enfant, ils sont partis 3 mois dans le pays, ils ont appris la langue de l'enfant. Et quand ils sont revenus en France, ils ont perpétué ce langage. Ils lui parlaient dans sa langue maternelle et en français. C'est trop bien ça. Parce que les parents, ils avaient envie vraiment que l'enfant ait sa place et que l'enfant s'intègre totalement et qu'il n'oublie pas d'où il vient. Alors que dans notre cas, ils veulent qu'on oublie d'où on vient. Clairement. Et j'ai trouvé ce reportage tellement magnifique. Et d'ailleurs, j'allais pleurer parce que je me suis dit, mais il existe des gens bien quand même. C'est Notre cas n'est pas isolé, mais il existe des gens bien. C'est ce que je pourrais dire, tout simplement. Ouais, c'est pour ça, ouais, faut pas avoir que du négatif. Mais faut aussi, faut pas idolâtrer la chose. Et faut juste prendre l'enfant tel qu'il est et essayer de le comprendre. Et pas essayer de le façonner parce que là, pour le coup, vu qu'il a une histoire, vous ne le façonnerez jamais. Et juste, vous allez le braquer, le brider. Et le problème, c'est qu'à un moment, sa réelle personnalité va ressortir. Et là, clairement, vous n'avez pas les épaules pour. Vous avez absolument pas les épaules pour, parce que quand ça fait 18 ans qu'il doit se cacher, vous avez pas les épaules pour. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir finir. Et du coup, prenez soin de vous et n'hésitez vraiment pas à vous renseigner plus et plus profondément sur le sujet. Eh bien, eh. Merci à toi. Merci. Merci. Ah, c'est bon, Nassi, tu peux. Je crois qu'elle est KO, la pauvre. Ah non. Oui, parce qu'elle a commencé à plier en boule. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle veut dormir. Ouais, je la vois depuis tout à l'heure. C'est quel animal qui est tout le temps fatigué comme ça là-haut? Nassi, elle veut rien savoir. Regarde, elle a son doudou, regarde où elle va aller. Hein. La chambre, Oui. c'est pas son souci. Hein. Ah oui. Ouais. Ah, elle est là dans notre chaussure. Ouais. C'est une petite dépendance affective. Ah, C'est léger. Ouais, ça va. Parce que quand je suis dans la maison et qu'il n'y a personne d'autre, ou que quelqu'un d'autre est occupé, et que moi je suis dans la salle de bain, elle couine. Ouais, je sais, elle le fait souvent.
qu'on discutait, elle me disait qu'elle m'enviait énormément. Par rapport à quoi? Parce que j'avais cette chance de pouvoir. Il est où? Mais il est où ton doudou? Tu l'as été touché où? C'était sur les deux Quentin. Si. Est-ce qu'elle disait que tu avais eu la chance de... J'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui sont adoptées avec qui je peux échanger librement. Parce qu'au final, Oriane, elle a que moi qu'elle connaît qui est adoptée, tu vois. Et du coup, quand elle veut parler un peu, ben, c'est bien d'échanger avec plusieurs personnes, tu vois, qui ont plusieurs points de vue. Sauf que elle ne peut pas parce qu'elle ne connaît pas d'autres personnes. Et puis surtout, c'était pas adopté, tu peux pas parler d'adoption. Voilà, et les peu de personnes à qui elle parle d'adoption, mais sois heureux. Ouais, vraiment, t'as... Ah, quel heureux. Oh. Allez, pipi. Attends, donc, merci. Allez, Steve. T'as besoin de tes clés ou pas? Ah ouais, elle veut que dormir. Oui. Mais Steve. Oh, come on. On se rend compte qu'elle vient. Non, mais j'hallucine. Alors là, elle est partie.